Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente. C'est un petit vlog, donc vous pouvez l'écouter en podcast parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, voire rien du tout. Pour ceux ou celles qui ont suivi, j'avais fait juste, alors ça devait être le 18 février, sur la chaîne là, un vlog concernant des histoires perso que j'avais vécues avec la poste, les services de livraison, etc. Donc je parlais de ce qui me dérangeait de plus en plus par rapport au fonctionnement de cette structure, je devrais dire presque de cette institution initialement, et voilà, j'ai oublié les détails, mais bon, ça nécessite pas le fait de refaire une vidéo là-dessus. Euh, J'avais en tête de continuer la lancée sur d'autres sujets que je trouve tout aussi importants. Alors vous m'excuserez par ailleurs hein, de la mauvaise qualité de son, puisque je ne suis pas équipé d'un micro jusqu'ici, comme vous le voyez, là je filme en direct avec un appareil qui a 80 cm, 1 mètre de moi, donc je vais essayer de porter ma voix un peu plus fort, parce que j'ai remarqué en réécoutant vite fait des bouts de la vidéo là sur la poste que malheureusement on n'entendait pas tout, j'en suis vraiment confus et désolé. C'est une fois de plus un manque de moyens criant de ma part, enfin que je subis quoi. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre, là, c'est un peu le bordel. Je vais parler de beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai pas dit que ça allait être une petite vidéo, déjà que la précédente faisait quasiment 1 h 30. Ce que je vais faire, c'est que si je vois, je vais mettre un timer, et si je vois que je dépasse pour la première grande partie de la vidéo, si je dépasse ouais, 20 minutes, une demi-heure, bah je la couperai. Et vous regarderez ça si vous préférez en deux vidéos, voilà, si je décide de les mettre en deux parties. Sinon, bah, ce sera une grosse vidéo d'1 heure, 1 h 30 peut-être, encore une fois. Je ne sais pas. Alors, vous l'avez vu donc sur le titre, y a beaucoup à dire encore hein, sur ce pays là qui part en déliquescence, ou déliquescence d'ailleurs, je n'ai jamais trop su comment on disait. Euh, la direction générale des finances publiques, donc les impôts, donc c'est-à-dire l'institution qui gère en fait notre argent public, celle qui devrait en fait nous répondre en tant qu'administré, en tant qu'égal à égal, et pour autant qui vous prend pour un moins que rien et qui vous presse comme un citron dès lors qu'il veut extraire le moindre centime de votre poche. Donc il y a ça. Ça gère aussi, cette institution-là gère, alors j'ai pas compris l'intégralité, parce que je vous avoue que j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais une partie de certaines amendes aussi, donc ça on en parlera, puisque au vu de la loi, je suis considéré peut-être comme certains ou certaines d'entre vous comme un délinquant sur certaines choses, étant donné que j'ai eu des amendes à payer. Et ensuite, il y a un autre volet, et non des moindres, pour expliquer un peu les galères qui se passent en fait dans votre vie lorsque vous tombez aux minima sociaux, c'est-à-dire lorsque vous êtes un rebut de la société, et qu'en plus de ça, par-dessus le marché, il y a quand même des gens dans cette population en France qui jugent, sans trop vous le dire, pour les plus polis, et en vous le disant pour les plus chiants et les plus cons, que vous êtes une épine dans le pied de la France, que vous êtes une grosse merde en gros parce que vous bougez pas le cul pour travailler et que vous êtes maintenant aux minima sociaux, donc vous n'avez rien à dire et vous la bouclez. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs sur ce passage-là, mais à culpa aussi, puisqu'il m'est arrivé pas de me plaindre, mais de rigoler un petit peu de certains cas de personnes. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos précédemment, je suis quelqu'un qui a travaillé plus de 10 ans dans un centre d'appel, et j'ai eu vent, parfois, de dossiers clients. Donc là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de diffamation, ni encore d'injures publiques à mon égard, donc il faut se calmer. Laissez-moi tranquille, je ne dirai rien, je ne donnerai aucune info spécifique sur la firme pour laquelle j'ai bossé et autres. Donc voilà, mais c'est simplement ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu des scans de personnes qui voulaient relancer des abonnements des fois pour la marque pour laquelle je travaillais, et qui étaient obligés de montrer patte blanche en montrant en fait des récépissés de CAF, CPAM, enfin tous les trucs dans lesquels je suis aujourd'hui. Et cette personne, alors faut arriver à lire, hein, parce que quand vous n'avez pas ces prestations sociales, vous savez pas trop à quoi ça correspond. Mais genre, il y a la PAJE, l'allocation premier enfant, il y a tous les trucs des allocs familiales, en fait, finalement, hein, c'est la branche famille et sociale, donc de la sécurité sociale. Et donc, il y avait au moins 5 ou 6 lignes, et donc la personne ne travaillait pas, et elle en avait pour, je crois, quelque chose comme 1400 ou 1500 euros, c'est-à-dire mieux qu'un salaire, quoi. Bon, ok, d'accord. Enfin, quand je dis mieux qu'un salaire, excusez-moi, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ça. Mieux qu'un SMIC
ou qu'un SMIC amoindri, parce que je n'ai gagné que ça dans ma vie, donc pour moi, l'étalon de base, c'est le SMIC, quoi, c'est-à-dire c'est 1002. Voilà, donc là, il y aura donc, première partie, des choses à dire, des choses et d'autres hein, sur les impôts. J'aurais pu faire des recherches et retrouver les mails incendiaires qu'on s'envoyait en fait l'administration publique et moi-même pendant des années, hein, ça remonte maintenant à plus de 10 ans. J'ai pas cherché parce que je vais vous le résumer en quelques temps, quoi, enfin en quelques minutes, pour vous montrer en fait la grossièreté de ces gens-là, l'impossible, enfin c'est impossible de comprendre le fonctionnement finalement de tout ça. Et ensuite en deuxième volet donc la CAF, la CEPAM et puis le Pôle emploi un petit peu, on parlera un petit peu de tout ce qui tourne autour de la sécurité sociale. Alors je dois dire en fait que historiquement, euh, on est quand même assez protégé en fait en France. C'est quand même une bonne chose, je trouve, qu'il y ait eu des personnes, notamment Ambroise Croizat, hein, qui était quelqu'un enfin, ce qu'on targuerait aujourd'hui d'extrême gauche, puisque c'était un cégétiste du Parti communiste français, je crois, qui a amené donc la sécurité sociale, voilà, qui a fait valoir ça, qui avait voté ça en fait dans le gouvernement de De Gaulle, je crois, quand il est arrivé au pouvoir. Donc l'idée de base elle était géniale, tout ça, ça descend aussi de Léon Blum et compagnie, enfin de tous les autres avant. Et aujourd'hui, en fait, ça s'est réduit tellement à peau de chagrin que moi je suis assez alarmé quand je vois des éditorialistes sur des chaînes de télé merdeuses. Alors j'ai pas la télé, mais je m'amuse à regarder sur YouTube parfois des replays. Alors comme l'exécrable, je crois qu'il n'y a pas pire comme chaîne que BFM TV et LCI. Je crois que vraiment ces deux-là, c'est encore pire que TF1 et tout. Enfin de toute façon LCI, je crois que c'est le groupe TF1. Mais vous avez des éditorialistes qui essayent de vous faire croire que les prestations sociales n'ont cessé d'augmenter en ratio par rapport au salaire moyen depuis 40 ans, que faut pas se plaindre du prix de la baguette ni de l'essence parce que pareil, hein, ça a complètement. Alors ils vous montrent des chiffres qui n'ont de valeur que par rapport à ce qui s'était passé à l'époque, hein, par exemple dans les années 60, 70 ou 80. Et en fait, quand vous cherchez un peu, vous voyez bien que c'est un mensonge éhonté, tout ça. Parce que, juste un exemple, là, ça fait quelques mois, je crois, ou quelques années, que je crois que ça a été sous Macron, enfin plutôt Micron, pardon. Il n'y a plus de taxes d'habitation pour je sais plus combien de milliers, de millions de foyers fiscaux en France. Ok, alors vous dites, ouais, super, moi aussi j'en bénéficie de ça, de cette exonération. Donc vous vous dites, bah, c'est trop bien, c'est trop bien. Pareil, la redevance, alors on va en parler, la redevance audiovisuelle. Donc tout ça, ok. Et à côté de ça, tout n'a cessé d'augmenter. J'en avais parlé dans la première vidéo vlog sur le sujet des complaintes, on va dire, sur la poste. Vous avez des prix qui décident d'être montés. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont dans le commerce, et bah, eux, ils se font pas chier. Hein. Ils se font, mais alors, pas chier. C'est, ok, les matières premières augmentent, mes produits augmentent, l'achat de mes produits augmente, mes frais de fonctionnement augmentent, la poste augmente, etc., etc., tout augmente. Donc, bah, en ratio, je vais moi aussi augmenter. Donc, en gros, tout le monde augmente, sauf le bon petit salarié de base ou la personne qui travaille dans l'administration ou tout simplement dans le fonctionnariat. Alors, gros big up, gros clin d'œil à tous les fonctionnaires qui regarderont cette vidéo. J'ai eu des parents qui ont été fonctionnaires et j'ai subi en fait la risée depuis mon plus jeune âge quand les gens savaient que ma mère par exemple était prof ou mon père était voilà, dans la haute administration, aux fonctionnaires quoi. Parce que, je sais pas, dans ce pays qui est la France, apparemment c'est un truc rigolo d'être fonctionnaire. Ils ont toujours des vacances, ils sont vachement bien payés, ils ont la sécurité de l'emploi. Okay. Ma mère qui, en plus de ses cours, devait faire ses cours, c'est-à-dire les créer chez elle, corriger des copies, parfois jusqu'à minuit, 1h du mat, et bien évidemment le lendemain matin c'est réveil 6h. Tout ça c'est des heures pas comptées, mais les gens ne le savent pas. Donc voilà, on critique les fonctionnaires, on critique le personnel aussi administratif des préfectures, des mairies, parce qu'on considère qu'ils ne foutent rien, que c'est jamais ouvert, etc.
En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Moi, enfin, très honnêtement, si j'avais la possibilité de faire un concours externe ou un truc comme ça pour choisir un nouveau boulot, je ferais, enfin, j'espère pouvoir être fonctionnaire parce que oui, effectivement, c'est la sécurité de l'emploi. Et en plus de ça, vous avez l'impression quand même d'œuvrer un minimum pour votre pays et pas juste de faire tourner le tiroir caisse et d'enfoncer en fait les gens pour pouvoir leur piquer leur sous quoi. Donc non, non, gros, voilà. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Je sais plus où j'en étais. Mais voilà, donc normalement, tout ce petit monde-là qui fonctionne justement et qui fait fonctionner l'État devrait être protégé par lui. Mais sur ce que je disais par rapport à la taxe d'habitation, à la redevance, etc., qui a été enlevée pour un certain nombre de foyers, comme tout a augmenté à côté, c'est ça. C'est en gros, je te donne 100 euros, mais je t'en reprends 300. Donc en fait, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de don ni quoi que ce soit. Bref. Donc tout ça pour dire que c'est une véritable gabegie, ce pays est géré par des pieds, tout simplement. Et alors, bon, j'espère pouvoir... pareil, hein, je me suis fait une petite note avec quelques phrases pour essayer de me faire penser aux choses dont je dois parler, donc veuillez m'excuser si c'est un peu décousu. Donc les impôts. Encore une fois, là, moi je vais parler de celui qui... Son étalon, en fait, c'est 1200 balles par mois. Alors que, en plus, dans les 5 dernières années, j'ai gagné un petit peu moins que ça. Donc, j'avais le droit à la prime à l'emploi, c'est ça, ouais, CAF, et à rien d'autre, puisque comme j'avais dit sur la première vidéo, comme j'ai pris un prêt normal pour acheter une micro-maison de 40 mètres carrés, bah, je n'ai pas le droit aux APL, donc je raque tout seul, en fait, mes loyers. Mais on va parler un petit peu donc de tout ce qui va être cité administrative, donc tous ces bâtiments qui ont l'air gigantesques, hein, généralement positionnés dans la préfecture, la sous-préfecture ou le chef-lieu de votre département, et qui embauche donc un personnel qualifié qui gère toute la journée soit de l'administratif pur, par mail ou sur logiciel, soit qui fait de l'accueil public. Moi j'ai vu dans mon département, depuis 15 ans, j'ai vu une destruction minutieuse et pas à pas de ce service-là. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez un problème, vous vous dites « Ah bah c'est super, tiens, on est l'après-midi, je vais au service des impôts, je fais la queue quoi, 10, 15, 20 minutes. C'est normal, il y a beaucoup de monde des fois. Et j'expose mon problème et on va soit me faire passer dans un petit bureau, soit... Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible par internet ou par le téléphone. D'ailleurs, soit dit en passant, je pense que c'est à cause d'internet, c'est jamais grâce à internet, ou très rarement, mais c'est à cause d'internet que le gouvernement se cache derrière son petit doigt en disant non, non, mais en fait, maintenant que tout est facile et facilité par l'informatique, vous pouvez tout faire dessus et il n'y a plus besoin de personnel encadrant tout ça. Ce qui est une erreur monumentale, voilà, j'en avais parlé vite fait dans la première vidéo vlog sur la Poste, notamment par rapport aux personnes âgées. Moi, je me considère pas encore comme très âgé, et pour autant, je souffre, mais alors je souffre le martyr quand il s'agit de comprendre un truc qui n'est pas bien explicité en fait sur un papier officiel que vous recevez. Donc ça peut être, je sais pas moi, un rattrapage d'impôts, une déclaration fiscale quelconque, une amende à payer, des charges à payer quand vous êtes proprio, il y a plein de trucs, voilà. Donc la relation avec les administrés, elle s'est dégradée de plus en plus, à tel point que moi je me rappelle en fait, ça devait être aux alentours de 2012, 13, 14, quelque chose comme ça. J'ai eu le malheur de faire une déclaration fiscale. À l'époque, c'était pas encore tout dématérialisé, on avait encore le choix et moi je voulais garder en papier. Et j'avais oublié, vous savez, de cocher la case je n'ai pas de poste récepteur de télévision ou un appareil apparenté, un truc. Alors ça, on va s'arrêter 2 secondes sur cette définition là parce que le point de loi, j'étais allé le regarder, il est mais pas du tout clair. D'ailleurs, ça a été un scandale à l'Assemblée nationale dans ces années-là, parce qu'il y en a bien qui ont remonté le problème en disant mais vous êtes d'accord que là, ça peut être interprété n'importe comment. Donc je vais y venir dans un instant. Mais j'avais oublié donc de cocher la case j'ai une télé. Hein. Enfin, je n'ai pas de télé plutôt. Ils sont vraiment barges, ils sont biscornus dans le ciboulot, quoi. C'est-à-dire qu'ils vous posent la question à l'envers, c'est que tu dois cocher la case quand tu déclares ne pas avoir de télé. Oh là, c'est... Bref. Une fois que vous avez compris ça, vous le faites si c'est votre cas.
J'en connais une palanquée, moi, qui ont une télé, qui regardent les programmes du service public, ou qui sont même abonnés à des chaînes payantes, et qui cochent quand même la case, et qui n'ont jamais eu de contrôle. Alors le contrôle, moi j'en avais eu un, aux alentours de 2011, je crois. Parce qu'à cette époque, il fallait encore toujours recocher la case chaque année. Là, il y a maintenant une sorte de portabilité de votre décision, mais au début, il fallait recocher à chaque fois la case. Sinon, il vous faisait les 103 euros de... 135 139 138 139 euros, je crois, de souvenir de salaire là pour Hanouna et tous les connards là. Donc, donc je m'étais fait contrôler, ouais, en 2011. Et le contrôle, c'est simple, ils sonnent. Donc soit ils vous disent bonjour, c'est pour un contrôle, et vous leur dites, bah écoutez, rentrez. Et la plupart du temps, je sais parce que j'ai un pote à qui c'est arrivé, le mec en face dit non, non, bah moi je voulais juste vous voir que vous me le certifiez par oralement, quoi. C'est-à-dire qu'il peut faire 3 mètres en rentrant chez vous, hein, pour le vérifier, mais il le fait pas, donc peut-être qu'il n'est pas assez remonté pour pouvoir le faire. Ce sont pas des huissiers, ce sont juste des contrôleurs de l'administration publique. Donc c'est important à savoir ça, hein. Excusez-moi, parce qu'en fait, ils n'ont pas tous leurs droits. Enfin, ils n'ont pas tous les droits. Donc, vous dites je l'ai pas. Ils mettent ça sur la feuille, très bien, je fais un autre contrôle et c'est parti. En fait, ils jouent sur le fait que les gens, certains peuvent flipper de dire quelque chose de faux. Du coup, ils ouvrent la porte. Ah oui, ah zut, c'est le contrôleur fiscal, enfin, c'est le contrôleur de l'administration fiscale. Ok, bah en fait, non, monsieur, j'ai oublié, en fait, si, j'ai bien une télé. Et le mec va faire d'accord, donc il va signer ici pour confirmer, etc. Et, c'est un peu... c'est vous lancer un dé, en fait. C'est le hasard. C'est-à-dire, ils ont pêché quelqu'un là-dedans, c'est très bien pour eux, ça leur fait des sous de finances publiques en plus, quoi. C'est super. Donc encore une fois, là, ça rejoint en fait le truc dont on parlera tout au fur et à mesure de cette vidéo et donc des prochaines. Ça revient souvent le truc dont j'ai pensé sur l'honnêteté avec tous ces services-là. Je n'ai jamais cessé d'être honnête d'aussi loin que je puisse me souvenir, sauf peut-être pour la question de la télé où j'ai fini par mentir parce que j'avais beau leur envoyer des mails en leur expliquant attendez, vous me faites payer une redevance, je n'utilise pas la télé autrement que pour jouer à une console de jeux vidéo. Donc je n'ai aucun salaire à donner à l'argent public. Parce que quand vous regardez à quoi sert la redevance audiovisuelle, il suffit de taper sur Google, hein. Ça vous renvoie en fait sur des sites... euh, ils sont tous pareils parce qu'ils reprennent la même info officielle finalement. Ils vous disent que voilà, ça va sur l'INA, INA, vous savez, sur les archives nationales, ça va à France Télévisions, ça va à Radio France. Enfin, il faut pas oublier en plus que France Télévisions, Radio France, etc., c'est aussi des gens comme Bouygues, etc., qui ont ouvert une partie en fait de leur société pour de la, enfin pour comment on appelle ça, de l'immobilier. C'est-à-dire que ces gens-là, vous leur fournissez de la thune, ils vont pas forcément payer les frais de fonctionnement de leur chaîne de télé, leurs animateurs, tous les gens qui travaillent derrière, quoi, en BTS, en behind the scene, quoi, on va dire. Mais ils vont aussi investir votre argent sur de l'immobilier qui vont faire fructifier sur votre dos. Donc là, on arrive quand même sur... Pour moi, c'est quasiment de la fraude fiscale. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, sachant ça, moi, je leur ai envoyé souvent des messages leur disant, mais non, laissez-moi, ne me faites pas payer cette redevance. Et en face, vous avez des robots, c'est-à-dire, plus ils signent, vous savez, hein, dans les mails, contrôleur première classe, je sais pas quoi, là. Redescendez un peu de votre piédestal. Franchement, gros respect à vous, mais arrêtez de prendre les gens, en fait, pour vos sujets, quoi. Donc, ils te disent, oui, dans ce cas-là, monsieur, c'est votre ressort, il fallait quand même cocher la case. Maintenant, c'est trop tard, on a un batch informatique administratif qui fait qu'on va vous prélever tant. De toute façon, si vous allez voir sur le site, et effectivement, j'y suis allé, ce qui est considéré comme un téléviseur, bah, c'est juste un appareil permettant de recevoir la télé. Alors écoutez bien le truc, hein, permettant de recevoir la télé. Ou alors tout autre dispositif informatique. Et là, c'est un truc lunaire, tout autre dispositif informatique, excepté les cartes télé-ordinateur. Alors, je sais plus comment c'est quoi le bon terme, mais en gros, c'est vous avez une carte TV, ça se vendait hein, encore à l'époque, peut-être encore aujourd'hui,
Donc vous avez un câble télé TNT qui peut rentrer dedans, et c'est une carte comme comme une carte son que vous allez brancher en PCI derrière votre PC, quoi. Enfin, dans votre PC, sur votre carte. Et puis en fait, vous avez en gros un arrivage du flux télé, TNT, si c'est avec une antenne râteau par exemple, directement sur votre ordinateur. J'en ai connu qui avait ça. Donc si vous avez ça, ce n'est pas considéré comme un dispositif permettant de recevoir la télé, quoi. Oh là 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 là. Je vous ai dit, c'est lunaire le truc. Donc, moi qui ai travaillé un peu en technique dans le milieu, on va dire, de la télévision, notamment pour mes activités salariées, en fait, quand j'étais en centre d'appel, je leur ai fait une lettre, en fait. Pas un mail, hein, une vraie lettre, accusé réception et tout, parce qu'évidemment, vous perdez de l'argent avec ces gens-là, sinon ils considèrent que vous n'avez rien envoyé. Et vous leur expliquez que vous avez un moyen de contrôler en fait le flux télé, que le dipôle, c'est un petit appareil en fait qui se situe sur votre antenne TNT, le dipôle de votre râteau est HS, et vous en avez la preuve, puisque vous l'avez chez vous et vous pouvez le montrer, en fait, il est débranché, donc il ne peut pas y avoir de flux télé qui tombe dans le câble, d'accord, qui est envoyé chez vous. Vous leur expliquez un tas de trucs techniques, leur montrant que de toute façon, même s'il y avait un signal, ils ne pouvaient pas dépasser tant de hertz, etc. Je leur aurais fait un truc, mais pour leur montrer que de toute manière, il était impossible physiquement d'avoir une réception télé. Réponse du contrôleur fiscal première classe qui me répond encore, mais pas par lettre, hein, par mail. J'ai bien reçu votre courrier, monsieur. Néanmoins, vous disposez d'un téléviseur. Et hop, l'orgue de barbarie. C'est que ça continue. Il ressort toujours la même chose. Ces gens gerbent la loi. Ils la gerbent sans la comprendre. En France, vous avez la loi et vous avez l'esprit de la loi quand même. C'est-à-dire, la loi a été faite parce que derrière, il y avait une problématique, une chose à encadrer, une chose à régir. Eux, c'est non. Non, non. Vous avez dit que vous avez la télé chez vous. Donc même si vous pouvez pas la recevoir, vous avez quand même une télé. Bisque rage. Oh là 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 là. L'état de ce pays, quoi. Sérieux. Oh. Donc j'ai rien pu faire. J'ai dû attendre un an supplémentaire pour pouvoir cette fois-ci bien cocher la case, je ne l'ai pas. Et là, comme ils ont tellement de chats à fouetter, ils s'en sont foutus complètement. Ils se sont dit, ah bon, bah tiens, il a changé de situation, il a peut-être... il voit bien que j'avais pas déménagé, mais je sais pas, ils se sont dit peut-être qu'il a revendu sa télé. Bon. Et le mec, quand même, qui m'avait écrit, là, du contrôleur première classe, m'avait dit, attention, monsieur, vous savez que si vous faites une déclaration, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, une fausse déclaration, non seulement vous allez payer... Parce que là, il m'avait menacé en plus, cette espèce d'enfoiré de son cul, là. Il m'avait dit, vous allez payer, si vous avez un contrôle, donc le remboursement déjà de l'indu, enfin, ce que vous auriez dû nous donner plutôt, donc les 139 euros là, ou 138 euros de redevance audiovisuelle, mais en plus, on va doubler parce que on considérera que vous avez menti. Donc vous allez payer le double, quoi. Donc 270 euros, un truc comme ça, quoi. Ouais, super, excellent. Pour un smicard, payer 270 euros par an pour une télé qu'il n'a pas. Parce que eux ne font pas en gros le distinguo entre un téléviseur et un appareil permettant de recevoir la télévision, mais qui ne le reçoit pas. Pourtant, il y a une différence fondamentale. C'est que vous en avez rien à foutre en fait de leur service de merde de télé, ni de la radio que plus personne n'écoute à part peut-être les travailleurs de chantier. Mais non, vous avez l'appareil donc c'est bon. Alors en creusant ensuite, je me suis dit, ah oui, donc, ils ne l'ont pas mentionné, mais peut-être que, je sais pas si vous vous rappelez, il y a des petites antennes portatives, râteaux, elles font quoi, 30-40 cm, que vous mettez pas au-dessus de votre télé, là, en quinconce, et vous branchez. Ça fonctionnait un peu, mais selon si vous avez une maison ou un appartement avec de l'électroménager, des gros murs, si votre toiture elle est par exemple en ardoise ou en bac acier ou en tuile, ça peut changer en fait la réception de tout ça. Donc il y a 50% de chance en fait que ces antennes elles marchent pas à l'intérieur. Elles marchent un peu quand elles sont proches d'une fenêtre peut-être, mais sinon ça sert à rien. Mais bref, voilà, donc ça c'était la gabegie de la redevance audiovisuelle. Pour moi c'est un racket, là je le dis sans avoir peur.
C'est prouvable, je viens de donner l'explication de pourquoi c'est un racket, c'est que ça joue sur l'oubli des gens. Moi j'en connais beaucoup hein, qui me disent ah bah non, moi oui je le paye ce truc-là, oh j'ai pas fait gaffe. Bon, généralement ces gens-là, on va dire qu'ils sont pas dans le besoin. C'est-à-dire, oh je considère, hein, des fois j'allume la radio, c'est bon, je considère que je dois la payer. Oh ok, pas de problème. Pas de problème. Euh, donc que vous ayez une antenne râteau, alors ils pouvaient vérifier aussi si vous avez un abonnement, alors ça on en parlera tout à l'heure sur les contrôles, ce qu'on appelle les contrôles automatiques de l'administration. Ils vont interroger en fait un tas de boîtes, par exemple ils vont interroger un fournisseur à accès à internet, ils vont regarder, ils vont fouiller votre abonnement en fait, ils vont dire ah bah tiens il a une option télé, bon bah il a sûrement dû mentir, donc on lui envoie un contrôleur. Voilà. La délation, quoi, c'est... En fait, moi je le dis parce que ça m'a vraiment handicapé, parce qu'avec 1000 € par mois, ou 1100 ou 1200, c'est très compliqué. Mais je pense que même si j'avais un salaire mirobolant, admettons 2000 € par mois, même là, en fait, ça me gênerait, vous voyez. Même si je touchais 2000 balles par mois, ça, ça m'énerverait, quoi. Alors, je me rappelle que dans la lettre que les plusieurs courriels ou lettres que je leur avais fait, je leur avais dit, je consomme énormément de matériel de phonogramme, donc de matériel de musique, donc compact disque, LP, etc. J'achète des bouquins, des jeux de société, parfois des jeux vidéo. Donc, je leur ai dit, les 139 € que vous me demandez, demandez-les-moi au titre de l'impôt sur la culture, si vous voulez. Faites pour moi un impôt sur la culture, même comme si... Mais arrêtez de me parler de télé, en fait. J'en ai rien à foutre et à branler de votre putain de télé. Ils en ont pas pris acte, ils s'en foutent, ça rentre pas dans les cases. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-ci, là? Qu'est-ce qu'il me raconte à m'expliquer qu'il achète ceci ou cela? J'en ai rien à foutre. Ils vous piquent de l'argent indûment pour mettre ça dans des gros capitaux de France Télévisions, des salaires mirobolants. Là, je parlais de 2000 € de salaire, mais il y en a qui touchent 4000, 5000, 6000 € plus même par mois, dans le monde de la jet set dépravée là, de la télévision. Moi, je vais payer ces gens-là. Je vais engrosser ces gens-là alors que je mange un repas par jour parfois. Ça pique quand même, hein. Mais ça, non, ça va. Ça les agresse pas, ça par contre. Pas de problème de savoir que des administrés sont en train de prostituer leur temps dans des boulots de merde, à pas arriver à se soigner et à bouffer correctement. Par contre, payer les salaires et l'entretien immobilier de France Télévisions et tout, pas de problème. Ça passe crème. Ça passe crème. Et on le verra après sur les autres points sur la vidéo, mais vous allez voir, il y a un truc que je me suis dit il y a pas longtemps. On peut être révolté, on peut être en colère en fait contre énormément de choses dans cette vie, dans ce pays et tout, dans le fonctionnement finalement de l'administration. Mais on le voit bien d'ailleurs avec les mouvements de grève qui servent plus à rien. En réalité, c'est vrai quoi. Ça pouvait servir peut-être dans les années 80 quand vous aviez encore par exemple un patron pour qui travaillait, qui était responsable de son activité. Aujourd'hui, non seulement les gens n'ont plus de service public, ils ont perdu en fait l'habitude d'en avoir, donc ils considèrent plus trop en avoir. Mais en même temps, quand vous travaillez pour un patron, lui-même a été racheté par une grosse boîte ou des capitaux étrangers ou beaucoup plus élevés que lui. Donc tous les syndicats, ils servent plus à rien en fait, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai que c'était très utile pour contrer en fait le patronat, essayer de rééquilibrer les choses. Mais là, vu que c'est géré par des actionnaires qui sont avec des gros cigares dans leur bureau et qui récupèrent des dividendes et qui n'en ont, mais alors, rien à secouer de ce qui se passe dans la rue, les gens défilent, mais pas pendant les vacances, bien entendu, hein. Quand c'est pas les vacances, parce que sinon les manifestants préfèrent être en vacances aussi, mais ils défilent, voilà, pour se plaindre, alors c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Donc quand vous avez 50% de la population, plus une personne, au minimum, qui voit ça passer devant lui, mais c'est comme, voilà, c'est le chien à bois, la caravane passe, ou c'est comme s'ils sont des vaches dans leur pré en train de regarder le truc, ah c'est triste, hein, on nous demande de payer ça, puis il se passe rien, c'est qu'en réalité, la majorité de la population n'est pas gênée par tout ça.
Ah, que voulez-vous, moi j'habite avec Ginette, on gagne 3 000 € ou 4 000 € tous les deux par mois. Oh, c'est pas tant que ça quand même, une redevance audiovisuelle. Bon, c'est pas vraiment ça qui nous gêne. Il n'y a pas d'unité nationale dans ce pays en fait. Je crois que le salaire médian, il m'avait choqué, hein, le salaire médian en France, là en 2023, il est de 2 200 €, quelque chose comme ça. Je me dis, 2 200 €. Comment ça? Moi je tourne à 1 100 € quand j'étais salarié. Oh, il y a un problème là. Alors, comme j'étais en 80%, normalement j'aurais dû tourner à 1 300 €. Mais en gros, au bout de 10 ans de boîte, alors certes, je sais que je suis mal payé, hein, j'en connais qui gagnent 1 600, 1 700, mais 2 200 moyenne, bah les gens ils cachent bien leur thune alors, hein, ça veut dire. Hein. Ils cachent putain de bien leur thune. Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui gagnent plus de 2 200 € que de gens ou de masse en fait de salaire qui gagnent moins de 2 200 €. Ok, bon. Alors c'est vrai aussi que par rapport à ceux que je connais dans ma vie en général, hein, j'essaie de faire une moyenne, les gens qui gagnent plus que moi, j'ai l'impression, ils sont un peu en mode à la française, ils ont peur de me dire combien ils gagnent, comme si ça allait me choquer quoi. Bah effectivement des fois ça me choque quand c'est vraiment beaucoup plus élevé que le mien, que mon salaire quoi. Mais c'est très bien pour eux quoi. Franchement, moi j'aimerais bien être à leur place. Donc je comprends pas pourquoi trop. J'ai remarqué qu'il y a des gens ouais, qui voulaient jamais vraiment dire exactement ce qu'ils gagnaient. Tous les gens que je connais, que je connais ou que je connaisse, bon bref, tous les gens autour de moi qui me disent leur salaire, ils me le disent sans avoir peur parce qu'ils gagnent à peu près autant que moi ou ils gagnent carrément beaucoup plus bas que moi quoi. Genre le minima de chez minima social, le RSA, la vie de merde où on est toujours le cul entre deux chaises, on sait pas si on va réussir à bouffer correctement, on a peur de prendre le train ou le bus parce qu'on se prend une amende, on sait même pas comment on va la payer. Et comme disent nos chers amis italiens à qui je pense, on ne tond pas un œuf, hein, tond du verbe tondre, on ne tond pas un œuf. L'œuf il a plus de cheveux, donc vous avez beau lui demander des cheveux, il vous en donnera pas quoi. Donc, ça aussi c'est la beauté à la française, mais voilà. Donc la redevance, voilà, comme je disais, ceux qui se plaignent pas, la moitié de la population plus une personne ou beaucoup plus qui ne se plaignent pas, les autres auront beau défiler dans la rue ou se plaindre comme moi devant une putain de caméra pour dire ah, ça ne va pas, pourquoi vous faites ça, etc. Ça ne servira à rien. Donc là c'est un coup de gueule, un énième coup de gueule pour rien. Je ne sais pas si l'une ou l'autre d'entre vous l'un ou l'autre d'entre vous pense la même chose que moi sur cet impôt qui n'est en définitive qu'un racket de l'État français. Alors je vais le redire différemment parce que il y a une personne dans une mairie récemment qui était choquée que mon pseudo en fait soit le racket de l'État français sur ma boîte mail. Je vais le dire différemment. Lui, il pensait que j'étais en train de dire que moi, j'étais le chantre du racket de l'État français et que j'allais racketter l'État français. Je le dis là pour ces connards qui pourraient peut-être écouter cette vidéo. Non, c'est pas moi le racket de l'État français. C'est l'État français qui me raquette, là, bordel de merde. Et qui vous raquette tous. Voilà. Donc, alors il y a payer des amendes. Ok. Alors ça, si, c'est un truc de fou. Payer des amendes, je regarde un petit peu, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. Ça va bientôt faire déjà 25 minutes, je crois. C'est affolant. Je sais pas, si je couperai la vidéo, ça me saoule. C'est compliqué à gérer au niveau outils informatiques et organisation de vie. Mais on part directement sur le payage des amendes. Alors, moi j'en suis à 15 ans de permis quand même. J'en suis à 15 ans de permis. J'ai jamais fracassé quelqu'un dans la rue, j'ai jamais fait un accident de la route, voilà, je suis quelqu'un d'à peu près normal. Je dis pas que les gens qui ont fait des horreurs sont anormaux, mais voilà, ils ont fauté à un moment donné. Bon, moi je suis quand même considéré, peut-être comme certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, comme un délinquant, puisque je me suis fait contrôler, alors soit en excès de vitesse. C'est marrant pour un mec qui roule avec une 82 chevaux quand même. Hein. C'est pas très poussif une petite citadine à 82 chevaux, mais bon. Euh, donc excès de vitesse et puis stationnement gênant. Donc à ce titre, je suis un délinquant, multirécidiviste en plus. Et j'ai dû perdre en tout 2, 3 ou 4 points sur mes 12 points en 15 ans de permis. Donc ça va encore, hein. Je suis pas non plus... Et pendant, genre, avant que j'habite vraiment en campagne, pendant 11 ou 12 ans, je n'avais pas perdu un seul point. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, vous voulez trouver un peu de calme dans votre vie, être un petit peu tranquillou, être loin de la population dégueulasse là, des villes.
Mais vous en payez les conséquences, parce que c'est de l'argent à payer pour les frais d'essence, le maintien, vous pouvez vous faire choper par des keufs partout, enfin bon bref, c'est vous... Franchement, vous le payez cher hein, d'habiter en dehors d'une ville, mais très très cher. Hein. Le moindre déplacement, c'est la voiture, avec tous les risques que ça comporte, les animaux sur la route, qui débouchent au dernier moment, faut faire attention. Bon, bref, passons. Un jour, j'ai une prise de sang à faire, je vais la réaliser dans une ville pas loin de chez moi. Et j'ai 15 bornes à faire à peu près, un truc comme ça. Et j'ai eu le malheur d'arriver un jour où je vais jamais dans cette ville, où c'était un jour de marché. Alors, pour aller au labo médical, je pouvais pas me garer facilement. Normalement, je pouvais me garer dans l'une des deux rues qui sont sur le marché. Mais je sais pas pourquoi, il y a des villes qui insistent, pour maintenir un peu l'esprit de la campagne, de positionner en fait le marché au plein centre de la ville, quoi. Là où vous avez les voitures, les dodanes, les machins. Bon. D'accord. Il y a d'autres villes, une autre catégorie de villages ou de villes qui se permettent, eux, de mettre ça sur une place, sur un endroit spécifique. Mais eux, non, il n'y a pas de problème, donc vous ne pouvez pas passer, ou on vous route autre part. Et bien que ce soit pas une ville gigantesque, j'étais pressé, quoi. Moi, j'arrive au dernier moment, j'avais pas prévu, donc mon rendez-vous, là, pour ma prise de sang, il allait passer, j'ai horreur d'être en retard. Donc j'avance un peu plus dans une rue connexe, et je vois qu'il y a des places. Alors, il y a des places officielles, donc c'est une rue à sens double, l'un et l'autre. Il y a des places dessinées au sol avec des pointillés blancs, à califourchon sur le trottoir. Et de l'autre côté, vous n'avez pas de ligne, vous savez, les lignes jaunes qui interdisent de se mettre à califourchon sur un trottoir, vous n'en avez pas, donc ça veut dire qu'on peut se mettre là, mais il n'y a pas de place dessinée sur le sol. Les trottoirs font environ 2,50 m, 3 mètres de large. Moi je me dis, il n'y a plus de place à droite, je me mets à gauche, je me mets de telle sorte que je gêne pas trop la circulation aller-retour sur la route, et surtout, il y a un truc que je fais vachement gaffe, c'est les poussettes, les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, je veux absolument leur laisser un passage conséquent pour passer. Donc ça, c'est un truc inné chez moi, je vais pas coller la haie du voisin, quoi. Enfin, du mec qui habite là. Je sors, je regarde, ma voiture est là, je vois les personnes qui circulent à gauche, à droite. Des fois, ça bouchait un peu parce que du coup, comme il y avait des gens comme moi qui étaient en quinconce sur la partie gauche, sur la partie droite, comme il y a des gens qui étaient officiellement garés, ça avait du mal à circuler. Du mal, mais ça va, quoi. C'était pas non plus congestionné comme une ville, quoi. Je rappelle qu'on est en pleine Cambrousse. Hein. Donc, je vais faire ma prise de sang, je reviens, amende. Vous savez, maintenant, il n'y a plus trop de bordereaux, ils posent un petit sticker ou un petit papier, ils disent « Vous avez été contrôlé par un tel ». Ça a mis 6 mois, je crois, à se décanter. Donc j'ai reçu le truc 2 ou 3 mois plus tard. Bonjour, amende forfaitaire de classe 3 ou classe 2, je sais plus. Stationnement dangereux et stationnement gênant, j'ai eu les deux, ou l'un ou l'autre, je sais plus. Et il y avait marqué une ligne supplémentaire, vous êtes sur le bateau, vous bouchez en fait la sortie de quelqu'un. Ah, très très intéressant, puisque en vérifiant que je laisse passer les poussettes et les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, je vérifie aussi une chose, c'est que jamais, au grand jamais, je ne me mets devant une sortie, qu'elle soit piétonne ou qu'elle soit voiture. Piétonne parce que moi j'ai vécu pendant 7 ans dans un endroit exigu, un énième endroit exigu dans ma vie, où des fois je crisais mais je pétais des boulons parce que je n'avais qu'une porte et une fenêtre. Et les gens venaient se mettre sur l'accotement de mon trottoir qui faisait 1 mètre de large seulement, et coller ma porte, donc je pouvais même plus ouvrir ma porte en bois, parce que vous avez une porte PVC, une porte en bois pour faire un fait de guise de comment on appelle ça, de volet, où je pouvais même pas sortir mon vélo pour sortir. Donc ça, j'en ai tellement souffert de ma vie que jamais j'aurais imposé un truc pareil. Ok, donc je dis, ah, vous me demandez stationnement gênant et tout, ok, je veux savoir où j'étais. Je savais très bien en fait que c'était l'amende de cet endroit-là. Alors je leur fais un courrier que je leur envoie, parce que bien évidemment, quand vous avez la communication en haut, en papier, ils vous disent service à contacter avec une adresse improbable avec des chiffres, arrobase, dgfip.finance.gouv, je sais pas quoi, ou un numéro, mais un numéro, vous savez très bien que vous n'aurez enfin, personne la plupart du temps là-dessus en direct. Donc j'écris une lettre où je fais un courriel à cette adresse-là, je crois, en leur disant moi je voudrais bien payer parce qu'effectivement je suis un délinquant, mais seulement si vous me donnez la preuve en fait que j'étais sur un endroit gênant à ces deux égards différents, c'est-à-dire au niveau de la route,
que j'ai empêché des voitures de passer, par exemple, ou que j'ai empêché quelqu'un de sortir de chez soi. Parce que je crois que dans la loi, rentrer chez soi, c'est pas une obligation. Par contre, pouvoir sortir de chez soi pour des problèmes, par exemple, médicaux, c'est une obligation. Là, ça peut être un cas de vie ou de mort, quoi. Et ils m'ont répondu, en fait, d'un ton lacunaire, non, non, on n'a pas de preuves à fournir. Ok, voilà. Donc, alors vous aviez les chasseurs en campagne qui étaient des surcitoyens, ils avaient le droit de tirer à tout bout de champ, à blesser des gens, des animaux, faire n'importe quoi avec la nature. Et puis vous avez encore ces gens-là, c'est-à-dire les ASVP, là, les agents de sécurité de la voie publique. C'est-à-dire qu'ils déambulent avec leur calepin, leur machin, leur scanette, et ils arrivent, oh tiens, oh, j'ai pas fait beau, j'ai pas fait grand, encore un grand, enfin je fais chou blanc aujourd'hui, j'ai pas fait grand monde, celui-là il est pas sur une vraie place, ah, je sais pas, là il y a une personne à côté qui habite là, allez tiens, on va lui coller ça. Oh puis l'autre là-bas aussi, tiens, on va... Le racket de l'État français, quoi. Donc, moi c'est simple, je l'ai en tête, cet endroit, cet emplacement, hélas, je n'ai pas la preuve parce que je n'ai pas pris la photo, mais ça m'a appris une chose, et je vous le conseille, hein, si vous écoutez encore la vidéo à ce moment-là où je vous parle, si un jour vous prenez le risque de faire comme moi, c'est-à-dire vous vous mettez sur une place qui n'en est pas une, prenez quand même une photo de là où vous êtes en plan large. Parce que la data, les informations contextuelles de la photo, si vous prenez ça avec un smartphone ou un truc, elles sont indiquées maintenant numériquement, vous ne pouvez pas les trafiquer, on sait que la photo a été prise tel jour par rapport à votre réglage tel jour, parfois même il y a le lieu pour ceux qui sont connectés sur internet. Donc prenez la photo, moi je regrette de l'avoir pas prise, parce que je leur aurais montré sinon, pour leur montrer, ah bon, il est où le stationnement gênant pour une personne là qui veut sortir de chez lui. Voilà. Donc, moi on me reproche souvent d'être, comment on appelle ça, procédurier. Mais en fait, on est procédurier dans un état comme l'état de la République française. J'allais dire l'état français, mais c'est pas ça l'état français. Enfin, c'était pas ça. Mais effectivement, il faut être procédurier pour se défendre. Aujourd'hui, vous allez vous défendre contre votre administration. Vous êtes obligé, faut quand même se redire la phrase. Aujourd'hui, il faut arriver à se défendre contre l'administration. C'est vrai que l'administration est tellement inique dans ses procédés, et elle est tellement... c'est une voleuse, en fait, que vous êtes obligé de vous défendre. Enfin, c'est une voleuse. L'administration, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Hein. C'est là-haut hein, que ça donne des indicatifs, enfin, ça somme de faire telle ou telle chose. Et ça, c'est sans compter aussi tout ce qui est Pôle emploi. On va essayer d'en parler un peu après, là je vais abréger. Et la gestion, ah oui, la gestion de contrôle. Alors ça, je voulais en parler aussi. Donc payer les amendes. Ah oui, non, j'ai pas fini sur payer les amendes. Donc cette amende-là, moi je demande comment la payer. Et on vous envoie un truc avec un tampon marqué... alors avant, comme c'était avant, c'est-à-dire il y a 5-10 ans. On vous donne un type, un bordereau à détacher, à payer, et à renvoyer en fait avec une lettre prétimbrée ou à votre charge, je sais plus. Il y avait aussi la facilité d'acheter le timbre fiscal en bureau de tabac d'une valeur particulière, ou encore, maintenant je crois que ça a été dématérialisé sur le site impôts.gouv.fr, parce qu'il y a une partie amende. Toutes les amendes ne sont pas payables hein, sur impôts.gouv.fr, mais c'est ce genre d'amende, parfois vous pouvez. Et donc celle-ci, par exemple, n'était pas payable sur impôts.gouv.fr parce qu'il s'agit d'une ASVP, donc un agent de sécurité de voie publique, d'un petit village qui est corrélé en fait à la municipalité. Donc la municipalité, c'est géré en fait par les amendes de la ville en question, donc la commune. Ça n'a rien à voir avec la préfecture qui gère en fait... Enfin, franchement, ils ont foutu des strates sur des strates sur... Le millefeuille administratif, quoi. Il faut vraiment regarder les trucs là-dessus. J'en profite pour vous inviter à regarder la vidéo de François Asselineau, si vous ne le connaissez pas, sur le millefeuille administratif. C'est passionnant. Vous allez voir que là, on est en plein dedans hein, sur ça. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés à rajouter des strates et des strates de procédures, de machin, pour des frais de fonctionnement qui sont toujours à la charge du contribuable, pour flouter tout le monde, blouser tout le monde, plus personne n'y comprend rien, et à côté de ça, tout le monde perd du temps, de l'argent, de l'efficacité, etc. Bon, soit, mais comme d'habitude, hein, si 50% plus une personne ne se plaint pas, c'est que a priori, ça plaît à tout le monde, c'est ça. En fait, je crois que j'exècre de plus en plus comment on appelle ça ouais, est-ce qu'on pourrait l'appeler la démocratie, en fait Demos Kratos, donc le peuple qui décide.
C'est-à-dire qu'ils vont prendre la majorité, mais moi, si je suis pas dans la majorité pour un truc qui m'est important, je ne souscris pas en fait à cette loi, et pourtant je suis obligé de le faire. Ouais, je crois que je fais partie de ceux qui se positionnent vraiment en questionneur hein, là, par rapport à ça. Je suis pas sûr d'être de plus en plus fan, moi, de ce système, on va dire, d'organisation politique, étatique. Mais bref, ça a des inconvénients comme des avantages, on va dire. Mais là, pour le coup, les inconvénients, moi, ils me pèsent. Et je pense qu'ils pèsent énormément à tous les gens qui n'ont pas envie de perdre du temps et surtout qui sont pas assez riches. Voilà. Si on peut parler de richesse. Donc, cette amende-là, j'ai dû la payer. J'ai l'impression qu'il m'avait oublié à un moment donné. Vous envoyez un courrier de contestation, parce qu'il y a marqué que si vous refusez de payer pour une raison ou une autre, bah, vous expliquez pourquoi. Puis à un moment donné, plus personne ne me répondait. Je me suis dit, bon, bah, les connaissants, ils m'ont pas oublié, c'est juste que Trucmuche, il est en congé, Gertrude, elle est en congé mater, donc ça reviendra quand ça reviendra, quoi. Puis à un moment donné, ils se sont excités, et puis je sais plus comment ça s'est fini, j'ai dû envoyer... Alors voilà, c'est ça. On m'a envoyé une autre lettre en disant, non, non, vous devez payer, euh, donc avec un temps maximal. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas de bordereau où coller un timbre fiscal, ni quoi que ce soit, ni un truc pré-timbré où envoyer un chèque. Donc j'ai fini par m'énerver un peu. J'ai dit, mais vous nous demandez de payer, mais comment en fait? Juste comment? Normalement, l'administration fiscale, la DGFIP, c'est des spécialistes du ah, on a du mal à vous rembourser des trucs, mais par contre, quand il s'agit de vous demander des sous, facile, on vous facilite la tâche. Cliquez là, vous allez vous connecter là, vous mettez votre numéro d'amende et clac, et vous payez. C'est simple, non? Bande de racketteurs de merde, quoi, je te jure. Donc j'ai dû voilà, m'acquitter de 45 euros, je crois, mais il y avait une fois où c'était encore pire, et ça devait être il y a un an, un peu plus d'un an et demi, presque un an et demi, non, un an. Ouais, un an et demi, je sais plus. Je suis allé voir le poteau sur Paris, là, et, euh, et pourtant, je fais pas de covoiturage, parce que j'arrive jamais à me démerder avec ça, je suis toujours un peu craintif, j'en fais très rarement. Et du coup, là, donc j'ai payé, j'ai raqué l'essence, le péage et tout, c'était long, il y en a à chaque fois pour une demi-journée. Et en rentrant donc du week-end, j'étais fatigué, on avait joué tout le temps, c'était fatigant. Mais j'avais pas envie justement de devoir repayer de l'essence, donc qu'est-ce que je fais? Comme moi j'ai juste une petite voiture, c'est pas une routière, bah j'économise, je vais pas me coller à 130 sur l'autoroute, donc généralement je me mets à 110. Donc là je suis sur la francilienne, je vois qu'il y a 90, donc je me mets à 90, ok. Et puis à un moment donné, j'arrive sur un endroit où ça avait l'air d'être balisé, enfin des réparations et autres, toujours sur la francilienne, et chlop, j'étais tout seul. Je me retourne, mais non, mais il y a vraiment personne. C'est pas vrai, je me suis fait flasher, et ouais. Et je me suis souvenu qu'en arrivant 2 ou 3 jours avant, je me rappelais à peu près de cet endroit-là, où en face, je voyais sclap, les gens qui se faisaient flasher, mais à la suite, quoi. Genre le tiroir caisse. Mais c'est un truc, c'est insupportable de voir ça. Et donc bref, j'attends un mois ou deux, je reçois une amende, monsieur, vous avez été flashé à tel endroit, machin chose. Villebon-sur-Yvette, je crois que c'était dans l'Essonne ou un truc comme ça, je sais plus. Et il me demande combien? 68 euros. Vous avez à payer 45 euros sous les un mois et demi là, qui vont suivre. Si vous dépassez un mois et demi, donc ce sera 45 euros. Mais si vous dépassez 2 mois ou 3 mois, vous savez, vous êtes majoré. Vous avez les minorés, les majorés. Et donc là, ça montait. Et donc je me suis dit, bah moi, ça va être très simple. C'est ni minoré ni majoré. De base, j'étais à 90. J'étais même en dessous de 90. Parce que ma voiture, elle commence à déjà gueuler quand je suis à 90. Vous imaginez si je suis à 130. Donc de base, j'étais en dessous de 90. Donc je comprends pas quoi. La communication me dit que vous étiez à 80... À combien? Vous étiez... D'ailleurs, oui, c'est ça. J'aurais dû la retrouver là. Vous étiez à 76 précisément. Alors que c'était 70 à cet endroit. Donc moi, je leur ai écrit, hein, toujours, d'habitude. Moi, je conteste. Et comment ça se fait que c'était à 70, si j'étais à 76 et que vous m'avez flashé, alors que je ne le savais même pas? Alors, effectivement,
ils peuvent se dire, mais il y a des gens qui vont se plaindre, mais ils peuvent se cacher en fait en se disant, bon bah c'est la nuit, c'est une zone de travaux, ils n'ont pas tout vu, tout regardé, il y avait un panneau, ils l'ont pas vu, mais vous voyez comme c'est insidieux quand même, ils vous mettent des zones, vous n'avez pas l'habitude, donc moi j'ai jamais l'habitude de venir dans le coin, mais j'imagine même les franciliens, eux, en plus ils bombardent comme des malades hein, sur la route, ils n'étaient pas habitués à voir qu'il y avait un truc où ça descendait à 70, ils se font flasher, je vous dis, ils se faisaient flasher hein, en mode, voilà, à la suite quoi, normal. Donc, bon, je vais abréger, hein. Il y a eu 2 allers-retours en courrier, et j'ai dit, je conteste, ils m'ont dit, bah, vous contestez auprès du tribunal administratif de votre département, ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, je le fais, et je reçois un courrier du tribunal administratif pour m'être insurgé du fait que je devais payer ça, et en plus de perdre un point, alors que je considérais que non, parce qu'il n'y avait pas de panneau 70 à cet endroit-là, je le maintenais. Je peux avoir tort, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils me le prouvent, donc je demandais la preuve qui est un panneau de 70 et qu'ils me le montrent, chose qu'ils n'ont jamais fait. En revanche, ce qu'on m'a répondu, c'est les frais. Alors attendez. Vous contestez l'amende, donc c'est plus le tribunal de police qui est géré par la DGFIP là, qui gère ça, mais c'est le tribunal. C'est pas, votre dossier est passé en tribunal administratif, donc c'est le tribunal administratif qui me dit votre procédure, elle est en cours. Il y aura une réponse si c'est positif ou négatif par rapport au fait que vous ne voulez pas payer ça, parce que vous considérez que vous n'avez pas à le payer. Si c'est négatif, vous avez encore le droit de vous pourvoir en fait en instance ou en haute instance, je sais plus quoi, en grande instance, je sais plus, pour venir plaider comme quoi vous étiez dans votre bon droit de rouler à cette vitesse-là, etc. Et moi, voyant le truc venir, je fais ouh là là, qu'est-ce que c'est? Et je finis de lire le truc et de toute façon, la personne marque de base que vous alliez ensuite, quand vous dites non ou oui, là, le dossier va être revu en fait par je ne sais qui va dire non, non, effectivement, monsieur Untel doit payer. Et donc, vous aurez à payer votre amende. Là, ils n'ont pas dit si c'était la minorée, la majorée ou la supplémentaire. Mais en plus, et ils l'avaient souligné, vous nous devrez 31 € de frais de justice. Donc j'ai dit, allez, on arrête tout. Faites-moi payer ça. J'ai dû attendre encore 1 ou 2 mois pour savoir si c'était une minorée ou une majorée. Donc en fait, ce qui se passe, quand vous contestez l'amende, vous devez consigner votre amende. C'est-à-dire, vous dites, je conteste, mais je mets l'argent sur votre compte, donc moi je leur ai envoyé un chèque, mais je le conteste. Donc là, c'est la procédure que je vous ai expliqué qui s'enclenchait. Donc votre argent, il est soi-disant positionné sur un compte qui génère 0% d'intérêt, parce que c'est l'État, soi-disant, ça c'est un truc invérifiable à votre niveau, ou en tout cas pas comme ça. Donc j'ai balancé les 68, et évidemment, comme j'avais géré le truc très rapidement, je me suis dit, bah, ils vont me baisser l'amende ou même la consignation à 45. Mais non, vous payez, quand vous consignez une amende, même si vous le consignez sous 1 mois et demi, vous consignez l'amende forfaitaire, vous ne consignez pas la minorée. Si ça, c'est pas du racket fiscal, putain, mais qu'est-ce que c'est, sérieux? C'est-à-dire, vous voulez montrer votre bonne foi, mais même comme ça, on vous dit, ah non monsieur, même si vous vous y prenez tôt, vous payez la normale. Oh là 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 là, quel est l'état de ce pays? Ça, j'ai l'impression d'être le seul à me plaindre de ça. Donc, j'en parle à ma mère qui est juriste et elle me dit, écoute, c'est simple. Ils veulent faire des exemples à la justice, ils ont trop de dossiers qui s'amoncellent, ils ne savent plus où donner de la tête, parce qu'il y a tellement de lois en France qu'il y a trop de dossiers. Donc si t'es justiciable, ils vont pas te lâcher. Donc c'est pour décourager les justiciables, pour que ça leur donne une leçon d'éviter de recommencer. C'est ce qu'elle m'a dit. Et effectivement, je pense qu'elle a raison. Ça m'a appris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prochaine amende que je vais recevoir, eh ben je vais... Oui, oui, l'État français, oui, tenez mon argent, tenez, je vous l'offre sur un plateau d'argent. On vous dit, vous pouvez vous plaindre, mais ça à vous risque et péril, et vous allez consigner le vrai prix. Résultat des comptes, j'ai dû payer les 68 € qu'on m'a retenus, parce que ils étaient déjà consignés, alors que je m'étais insurgé
à moins d'un mois et demi. J'aurais dû payer, à mon sens, les 45 euros. Donc, où sont passés les 23 euros, là, inconnus au bataillon? On ne sait pas. Je sais pas, dans les frais de la nouvelle vaisselle en porcelaine de Brigitte Trogneux-Macron, Micron, je sais pas. Je sais pas où sont passés mes 23 euros. Rendez-moi mes 23 euros, quoi. On sait pas. Et en plus, j'ai dû m'acquitter des 31 euros. Ah, les 31 euros. Les 31 euros pour qu'une personne administrative du tribunal d'instance me dise: Monsieur, votre dossier est arrivé chez nous, nous allons statuer, donnez-nous 31 euros. Ah, le racket de l'État français. Voilà. Bon, et je finirai, donc ouais, en fait ça a fait 45 minutes, hein, mine de rien, sur le contrôle d'assainissement. Alors ça c'est parce que je dois faire une extension pour essayer de... J'en ai marre de survivre en fait depuis plusieurs années, j'ai envie de vivre un petit peu, donc d'avoir un petit peu d'endroit où je puisse ranger mes affaires, etc. Parce que là ça dégueule par terre, je me cogne partout, il n'y a pas de meubles, c'est insupportable, il n'y a pas de place, tous les murs sont occupés, c'est invivable, je parle même pas de la cuisine, elle est bourrée de mythes, inlavable, c'est une horreur. Donc j'essaie de... Ça fait 1 an et demi là que je fais travailler un architecte, machin, et tout. Et puis là j'ai appris qu'il fallait un contrôle d'assainissement dans mon jardin. Comme ça en Rascambrousse il faut un assainissement individuel. J'en ai déjà un, hein, sinon je pourrais pas avoir tout... les eaux grises là, je sais pas où est-ce qu'elles iraient. Mais non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Vous avez un organisme qui s'appelle la SPANC. Alors, je sais plus ce que c'est comme acronyme là. Société, je sais pas, protection, l'assainissement non collectif, un truc comme ça. Qui va regarder, qui va vérifier si vous faites les choses en bonne et due forme. Donc vous avez une maisonnette qui est dans un jardin, un terrain qui est à moi, et il se donne le droit de regarder ce qui se passe. Oui, pour éviter en fait que ça se jette chez le voisin ou autre, juste pour ça. Mais le problème, c'est que quand vous avez une fosse qui est sous-dimensionnée et qui date d'il y a 40 ans, c'est bien simple, hein. Tous les 3-4 ans, selon les nouveaux Grenelles de l'environnement et autres, il y a à chaque fois des nouvelles lois qui sont votées pour rendre caduques les précédentes, ce qui fait qu'en gros, vous faites l'acquisition d'une maison qui était dans les clous il y a 10 ans au niveau de son assainissement, 10 ans plus tard, elle ne l'est plus. Vous la revendez, le mec doit refaire l'assainissement. C'est un truc de Jojo, quoi. C'est un truc de Barjo. C'est pas possible de réfléchir dans ce sens-là. C'est de la perte de temps, c'est... Alors, à la limite, les gros trous du cul qui font leur vidange en campagne et qui balancent tout dans le sol, des saloperies comme ça, là, qui dégueulent les nappes, enfin, qui salissent les nappes phréatiques, des contrôles sur ces gens-là, d'accord, mais s'il vous plaît, l'administration, ciblez un peu les gens, quoi. Allez voir dans les casses illégales, allez voir dans les gens qui balancent tout dans leur jardin de manière dégueulasse, regardez un peu. Mais les gens qui sont sans le sou, ils ont une habitation microscopique, vous voyez très bien que c'est pas des gros crados, foutez-leur un peu la paix, quoi. Enfin, bon, bref, c'est... Là, la fameuse égalité démocratique, c'est excellent. Tout le monde est sur le même niveau, et en fait sur le même niveau de peine et de procédure aussi, c'est-à-dire, c'est souvent ce qu'on déplore. Donc la SPANC, elle se mêle de ça, elle te dit... non seulement vous faites votre étude de sol, ça vous regarde pour déposer votre permis de construire, parce que sans validation en fait de la SPANC, pas de nouveau permis de construire. Et même si je refais pas ma fosse septique, là, ma fosse Tuzo, il faut que la SPANC dise: j'ai regardé le dossier du contrôle d'assainissement. Vous avez une entreprise, moi que j'ai payé quasiment 500 euros pour venir faire des carottes pendant 1 heure dans le sol, et regardez, la terre elle est sabloneuse, bon bah c'est vrai monsieur, alors je vous présente les différentes fosses septiques. Le mec, il a fait des carottes pendant 1 heure. Il me parle de mon potager, il me parle de la pluie de beau temps. 500 balles, je lui droit, et il me présente 3 modèles de fosses septiques. Ok. Il y a vraiment des questions à se poser dans ce pays, quand même. Bref, le racket continue. Mais en plus de ce racket à 500 balles, donc vous avez l'administration fiscale qui envoie ça à la Comcom et qui dit bonjour, on reçoit votre dossier, on a le récépissé, tenez, ok. Et à la fin, bon, c'est bon, on a regardé votre dossier, le monsieur a bien fait son travail, donc donnez-nous 110 euros. L'œil, vous savez, qui s'ouvre. Attendez, je remets les trucs au clair. Je paye un mec qui bosse pour des études de sol, pour faire une étude de filière. D'accord? Donc c'est-à-dire étudier le sol, comment il va faire pour au niveau de mes évacuations, comment ça va faire pour s'évacuer en fait dans le sol et où. Je le paye 500 balles. Et c'était parmi le moins cher. Hein. Quand j'ai fini par en trouver un au bout de 2 mois de recherche. Et
l'administration, en plus de ça, regarde le travail du gars, donc c'est un beau travail, hein, un dossier qui vous envoie dans une belle lettre marron, craft et tout, le truc qui fait 50 pages, avec du blabla technique, avec des plans vus de dessus, de dessous, machin. L'administration, pour qui c'est pas leur métier, dit ok, il y a telle page, il y a telle page, il a signé, il a paraphé, il y a tel article de loi, c'est quoi, c'est validé en fait par la personne dont c'est le métier. Et en fait, eux, ils sont là pour faire un espèce d'intermédiaire entre vous et lui en disant on a vérifié quand même, le professionnel, il a bien fait son travail, hein, donc vous nous donnez 110 euros. Le racket de l'État français, quoi. Encore une fois, le racket du putain d'État français, là. Donc, c'est bien, moi maintenant c'est bien, je vais gagner 700 ou 800 balles par mois, mais normal, pas de problème. 500 balles par-ci, 110 balles par-là. Comment on fait pour bouffer, en fait, dans ce pays? Comment on fait, en fait? Comment on fait pour survivre? Alors je sais que c'est un mauvais choix de ma part d'avoir voulu être propriétaire coûte que coûte, surtout pour vivre dans aussi petit. Mais à un moment donné, j'ai pas de compte à rendre à personne, en fait. Je veux dire, je vis ma vie comme je veux. J'ai l'impression que maintenant, il faut vivre sa vie en fonction de l'État, en fait. Je pensais que l'État, ça régulait juste que la loi soit la même pour tout le monde, mais dans un esprit de loi, c'est-à-dire un esprit législatif qui faisait que on marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Ok, donc visiblement, c'est pas ça encore. Donc voilà, le racket de l'État français. Je parle pas non plus des notaires pour qui vous payez des dividendes subséquents et qui ne servent à rien, ou à si peu, en fait, à si peu. Ils font un travail effectivement en amont sur les cadastres, etc., pour vérifier que les choses... Mais ça, c'est vraiment au niveau du titre de propriété, donc ça n'a rien à voir. Mais vous avez quand même une bonne palanquée de métiers dans ce pays. Euh, alors, quand je fais la remarque, je pense souvent aux pays dans lesquels j'ai habité, où il y a des systèmes un peu similaires, parfois différents, parfois il n'y a pas ces métiers-là, où effectivement il peut y avoir des abus. C'est la mafia qui finit par gérer des trucs derrière et tout, donc c'est vrai que c'est pas très sain. Donc c'est quand même pas mal d'avoir quand même des métiers conventionnés. Mais de grâce, quoi, faites attention aux gens qui n'ont pas de sous, sérieux. C'est épuisant, c'est épuisant. Franchement, et quand je pense qu'il y a des gens qui parlent de oui, de toute façon en France c'est bien, c'est la devise, liberté, égalité, fraternité, vous voyez bien, on a l'égalité. Hein. Alors déjà, l'égalité, là, laquelle il parle, en fait, c'est pas du tout l'égalité. Déjà, ça vient de Philippe Égalité, qu'on appelait Philippe Égalité, qui n'avait rien à voir avec l'égalité dont les gens parlent. C'était simplement pour dire que, contrairement à l'époque de la royauté, ben, il n'y a pas simplement des gens de la noblesse qui peuvent accéder au pouvoir. C'est pas un tel qui fait partie d'une famille noble, je sais pas moi, de Bourgogne, qu'on va mettre en ministre de machin. C'est pas ça en fait. C'était ça l'idée de l'égalité, c'est que tout le monde, qu'on soit roturier, qu'on soit noble, bourgeois, haute, n'importe quoi, qu'on puisse accéder aux mêmes, euh, aux mêmes fonctions en fait. C'était juste ça l'égalité. En fait, la devise de la France, tout le monde pense que l'égalité c'est bien, mais non en fait c'est le truc le plus horrible. En fait, ce qu'il faudrait c'est liberté, équité, fraternité. S'il y avait de l'équité, ce serait pas mal. Les gens qui peuvent pas payer parce que vous pouvez pas leur prendre l'argent qu'ils n'ont pas. Regardez, les pauvres sans domicile fixe, ils ont très peu d'argent, ils ont un minima social qui ne leur permettent même pas d'accéder à une location, même pour se protéger du froid de l'hiver, dormir en paix, se faire bouffer, être au calme. Où est l'égalité là-dedans? Non. Ben, c'est bien simple, c'est parce que il y a un manque d'équité que comme tout le monde est à égalité, on lui demande d'être à égalité envers la loi. Monsieur, bah, montrez-nous 3 bulletins de salaire et montrez-nous un garant qui est capable de payer 2 fois les 600 balles de loyer que vous demandez là. Ah, vous les avez pas? Désolé monsieur, hein, c'est l'égalité, c'est tout le monde pareil. Hein, écoutez, on peut pas faire un pays si tout le monde n'a pas n'est pas régi par la même loi. Ah, elle est belle l'égalité à la française quand même. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle l'égalité à la française. Hein. Bref. Parce que moi qui n'ai pas de mutuelle puisque je travaille plus et je peux pas avoir la CSS, donc anciennement CMU, parce que ça n'est réservé que pour les gens qui arrivent de l'étranger, qui n'ont vraiment rien, pas de famille, pas d'emploi, qui parlent à peine français ou pas du tout,
Voilà, eux, ils peuvent avoir la CMU. Mais vous avez cotisé des années, vous... Voilà. Impossible d'avoir la mutuelle, même si vous abusez pas. Hein. Moi, je touche du bois, je suis encore un petit peu en santé, je suis pas encore trop vieux avec des problèmes trop graves, mais c'est malsain, c'est malsain. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que j'ai dit des personnes qui viennent de l'étranger, etc. Oui, souvent on le voit, elles sont énormément aidées, et c'est tant mieux. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas élargir ce système d'égalité universelle aux Français eux-mêmes qui aussi sont dans la galère, en fait? C'est un gros problème, ça. Hein. Il y en a de plus en plus qui en parlent sur Internet. Euh, pour nos frères et sœurs de l'étranger ou d'ici même, en fait, il faudrait quand même un peu plus d'équité, s'il vous plaît, quand même. Ce serait pas mal. Hein. Ce serait vraiment pas mal. Donc, là, on va parler un petit peu de la CAF, de la CPM et de Pôle emploi. Il y a tellement de trucs à dire. Alors moi déjà maintenant je suis considéré comme en incapacité, avec invalidité. Donc c'est très compliqué, je n'ai pas le droit de m'inscrire à Pôle emploi, dixit une dame de la CARSAT. Alors vous allez voir que dans cette merveilleuse histoire de l'administration à la française, vous allez voir un professionnel, c'est-à-dire une personne dont c'est la profession de renseigner en fait là-dessus, c'est-à-dire soit une assistante sociale, soit je sais pas, un travailleur social quelconque, qui connaît en fait l'administration et donc son milieu. Vous lui posez une question, il va vous répondre blanc. Vous allez voir une autre personne qui correspond à ce milieu de la profession, vous reposez la même question, elle vous répond noir. Vous allez voir une autre personne qui dépend en fait, soit de l'URSSAF, soit de la CPM, soit de la CAF. Mais du coup, comme ils sont un peu multicompétents, on va dire de surface au moins, ils connaissent un petit peu les axes de gestion finalement des autres paramètres et des autres administrations, et ben cette personne-là va vous répondre rouge, donc c'est la brasse coulée quoi. Enfin, c'était plutôt le crawl, mais là c'est la brasse coulée. Ok, bon. Je sais pas par quoi commencer, parce que là il y a tellement de trucs à dire. Ça fait il y a 13 ans, j'étais en études de langues orientales, et j'étais allé donc dans le bassin Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est aujourd'hui, depuis François Hollande, s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a des grandes facultés, et avant de partir en fait de ma ville, où j'avais en fait mon petit appart, donc j'étais en couple à cette époque, et on allait habiter en couple. Ma copine à l'époque était en BTS, elle rentrait en BTS, et moi je rentrais en fait suite à un DAU, donc un diplôme d'accès aux études universitaires, j'accédais à une deuxième année de fac pour le japonais et l'anglais. Je demande à Pôle emploi, parce que j'étais déjà très procédurier à l'époque, je demande ici, à mon agence Pôle emploi à laquelle j'étais inscrite. Écoutez, j'ai besoin de savoir si je peux toujours toucher mon RSA, qui me permettait quand même à payer mon loyer et mes factures. Hein. La CAF, pareil, avec les APL. Donc en fait, la CAF gérait et le revenu de solidarité active, donc le RSA, et les APL. Je demande donc à mon conseiller Pôle emploi, est-ce que vous pouvez me certifier que l'état actuel de la situation va faire que, comme je vais être en reprise d'études, je vais être en études, j'ai toujours le droit de toucher un RSA. Ça serait pas mal parce que ça m'éviterait de devoir aller tapiner dans un fast-food de merde pendant mes études. Ça pourrait aider à réussir des études, par exemple. Je dis ça, on sait pas. Le mec dit, ah bah attendez, sous réserve de confirmation, je vais aller chercher cette info, et c'est ok. Alors il va chercher l'info, et puis il me dit, oui, pour moi, en tout cas à mon niveau, j'ai pas de blocage par rapport à ça. Vous êtes toujours maintenu en chercheur d'emploi, en chercheur d'emploi, quoi. Donc vous pouvez très bien en même temps travailler pendant vos études. J'ai compris que c'était pas ce que vous voulez, mais il n'y a pas de raison que le RSA ou l'APL saute. Ok. Après, il m'a dit, comme c'est sous réserve de validation, vérifiez quand même à la CAF. Alors, je me suis pointé à la CAF, j'ai dit, je veux voir quelqu'un, on m'a fait patienter dans un bureau, et j'ai dit, est-ce que vous me confirmez que le statut d'étudiant n'est pas incompatible
avec l'obtention de l'APL et du RSA. La dame, elle était surprise que je lui pose la question, mais elle m'a dit, ben non, en fait. Donc je dis, bah, ok, super, super. On n'a pas signé de papier, on n'a pas fait de déclaration autre que verbale. Je me suis inscrit à la fac. J'ai déménagé mes petits baluchons, mais je suis resté toujours à payer mon chez-moi dans ma ville, parce que j'étais pas sûr en fait de là où je mettais les pieds. Je me suis dit, si ça rate, au moins je rentre chez moi du jour au lendemain terminé. En plus, j'avais tout mon bahut, moi je suis bourré d'affaires chez moi, j'ai mes instruments de musique, etc. J'avais pas envie de rentrer dans une situation périlleuse. Donc je quitte ma ville, je vais rejoindre ma copine là, de l'époque, et je fais mes affaires, ça n'allait pas, je commençais à mal me sentir en fac, je commençais à avoir des problèmes au niveau du stress, les angoisses et tout, ça n'allait vraiment pas. J'étais loin de chez moi, ça me plaît jamais aussi, je suis un peu en chausson, moi j'étais loin de chez moi, de mes potes et tout. J'ai pas réussi à m'intégrer correctement dans ma promo. Et ce qui fait que je rentre, en fait, je dis bah, à ma copine, écoute, vas-y, on continue à distance, moi c'est fini, tu me rejoins l'an prochain si tu veux finir ta deuxième année de BTS là où j'habite, mais là, moi je te laisse tranquille ici, et puis goodbye quoi. Donc c'était un peu chaud aussi pour elle, la pauvre, je pense, hein. Et moi je rentre, du coup, je vois déclaration trimestrielle Pôle emploi, non, la CAF. Votre situation a-t-elle changé? Donc moi, considérant que j'avais dit à la personne que j'étais en train de m'inscrire à la fac, bah, je considérais qu'elle l'avait pris en considération. Là, je dis, bah, ma situation a changé, oui. Euh, enfin, vous savez, on déclare les 3 derniers mois, en fait. Donc je dis, 3 derniers mois, pas changé. Je crois que c'est juste, c'est pas directement après, c'est les 3 mois d'après, votre situation a-t-elle changé? Je dis, bah oui, maintenant je suis ici de retour, quoi, dans un autre département finalement. Et ils ont dû se dire, oula, qu'est-ce que c'est ça, un autre département, depuis quand? Alors ils m'ont envoyé une lettre, ils m'ont dit, bah monsieur, vous êtes plus dans le département depuis quand? Je lui ai dit, bah comme je vous avais dit que je rentrais en fac, bah, depuis le début de la fac, comme tout le monde, c'est-à-dire en fin août, début septembre, quoi. Ah, d'accord. Et là, je reçois un avis exécutoire, ça fait peur, hein. Première fois de ma vie que je reçois un truc comme ça, courrier d'accusé de réception, papier vert, vous ouvrez, on vous somme de payer sous les 30 jours, ou même sous les 15 jours, arriéré de trop perçu de la CAF, 1985,88 €. Ok. Donc, les 6 mois où je suis resté sur mon premier semestre euh, en fac et que j'ai redéménagé pour revenir dans mon petit chez moi, ils n'avaient pas pris en compte visiblement que j'étais parti. Et pour la simple raison que je leur ai pas déclaré la vérité comme quoi j'allais maintenant être pas enfin, j'allais être en études, ils me demandent de leur rembourser eh bien, tous les RSA perçus. Parce qu'ils considéraient me dire, bah en fait, non, vous pouvez pas être demandeur d'emploi et en même temps être en reprise d'études. Je fais, mais attendez, à un moment donné, accordez vos violons, s'il vous plaît. J'ai donné le nom du mec qui me l'avait confirmé, j'ai donné le nom de la fille que j'avais vue chez eux me disant que non, il n'y avait aucune incompatibilité. Je n'ai jamais réussi à avoir le mot de la fin. Résultat des comptes, comme je ne travaille pas, comment voulez-vous que je rende 1985 € avant d'être assigné au tribunal? Merci papa, merci maman. Donc maman, tu peux m'aider? Voilà, comme un petit gamin, 21 ans, non, 26 ans, 25 ans, je sais plus. Et elle a dû me débourser quasiment 2000 balles. Et je leur ai dit, mais alors attendez, parce qu'ils m'avaient fait un truc pas possible. J'étais rentré en mars, ils m'avaient coupé en fait, ils m'avaient demandé les arriérés jusqu'en mars, sauf qu'ensuite ils m'ont pas reversé d'APL. J'ai dû refaire une demande ensuite de RSA parce que votre dossier est complètement cassé, vous devez repostuler. Enfin, c'est un truc, c'est... Putain, rien que d'y repenser. Et du coup, je leur ai dit, mais attendez, avril, mai, juin, moi j'attends toujours les APL. En fait, vous m'avez demandé, vous m'avez bloqué le RSA sur cette période, mais il n'y a rien qui m'empêche d'avoir des APL, puisque les APL sont basés par rapport au déclaratif de ce que vous gagnez en fait comme argent si vous êtes un locataire. Et même parfois si vous êtes propriétaire encore à l'époque. Surtout maintenant avec du préconventionné, etc. Grosso modo, je leur dis ça. Mais non, ils ont toujours raison, plus que raison, donc non, non, monsieur, c'est normal. Ah bon, donc non seulement vous me demandez du fric que
Ça va, je suis pas allé boire des coupes de champagne avec la jet set de Monaco, hein. J'ai juste payé mon loyer avec cet argent-là, les gars, hein. Mais non, ils me le demandent. Mais en plus, ils m'ont squeezé un peu toutes les APL d'après, ce qui leur a fait économiser sur 3 mois 200 balles à peu près. 240 balles d'APL. Donc ouais, c'était tout bénef pour la CAF, hein. Les prestations sociales, chers amis, ça me casse le cul, mais d'une force. Je rêve qu'un jour dans ma vie, je puisse gagner ma vie normalement. Pas comme les 12 dernières années à avoir un salaire si bas que j'arrive à peine à... Je peux pas jamais partir en voyage, évidemment, ça c'est bien entendu, hein, je peux rien faire. Tu commences le début du mois, t'as les trucs qui tombent, les prélèvements, t'as déjà quasiment plus rien. Je rêve d'une vie où je pourrais gagner, je sais pas, 1005, 1006, 1008, et ne plus avoir du tout à faire à toutes les prestations sociales. Les prestations sociales à la CAF, là, la branche famille de la sécurité sociale, surtout eux, c'est les pires, parce qu'on vous demande des déclaratifs, des preuves, des justificatifs, et un tel, et vous gagnez combien, et à telle période, vous êtes combien, est-ce que vous êtes en couple, ou est-ce que vous êtes marié, ou est-ce que vous êtes tout seul, ou... Oui, je suis en couple avec mon chat, oui, je suis marié à la Tour Eiffel, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, qu'est-ce que vous considérez être en couple avec, qu'est-ce que... franchement, il donne mal au crâne, quoi, sérieux. Vous essayez de vous en sortir, eux ils vous disent que oui, vous allez avoir des allocations. Ah ben, vous les payez cher les allocations, mais vous les payez cher, tout ça pour 200 balles. Enfin, en tout cas, à mon niveau, c'était soit la prime à l'emploi, là pendant 5 ans, 6 ans, soit c'est les APL, soit si vous avez la chance d'être un parent, ou je sais pas, ça doit être la page ou autre chose, ou les allocs familiales, en, voilà, au prorata, enfin en tout cas du nombre d'enfants que vous avez. Euh, d'une manière ou d'une autre, il y a à peu près tout le temps où vous arrivez à rentrer dans une case. Mais quand vous avez le malheur de ne pas rentrer dans la case pour un détail, bah vous n'avez rien en fait. Et pour avoir chouïa, un tout petit peu quelque chose, je déclare que machin, tous les 3 mois, puis tous les 2 mois, il y a encore une autre déclaration à faire, puis à un moment donné, attention, cochez la case si vous dites que vous changez. Parce que si à un moment donné, ils considèrent que comme ils ont le visuel sur tout ce que vous avez déclaré, si vous, à un moment donné, vous déclarez un truc qui leur paraît bizarre, ils enquêtent sur vous, ces espèces de putains de délateurs là, et s'ils voient qu'il y a un différentiel, ah bah, comme mon histoire là, avec le RSA et l'APL là, pendant mes études. S'ils voient qu'à un moment donné, il y a un truc qui rentre plus dans leur gestion officielle, dans ce qu'ils vous versent, le moindre détail va les mettre sur le doute, qui vont directement couper les vivres. Directement. Comme si vous étiez un trafiquant de coke ou je sais pas quoi. Comme si vous étiez je sais pas, un loupard, un mec qui agresse des gens dans la rue. Putain, sérieusement, le coût de la vie n'arrête pas de monter. L'inflation, les salaires misérables. On demande chouïa, et même chouïa, vous pouvez même pas nous le donner. Juste un tout petit peu d'aide, s'il vous plaît. Non. Ah, ça dépend, monsieur, ce que vous allez déclarer. Si vous déclarez un truc qui va pas, ça va tomber. Attention, on sait pas. Ça va se casser la gueule. Vous arrivez plus à vivre après. Attention. C'est bien la CAF. Merci beaucoup. Des demandes d'allocation. Donc, oulala, il y a encore des trucs à dire. Bon, on nous demande d'envoyer 10 fois le même CERFA. Il y a une erreur dessus. Ça y est, on vous tombe dessus. On oublie un détail, on est contrôlé. Alors oui, voilà. Si vous avez déclaré un truc différent qu'avant, ça va les mettre donc sur une piste. Il y a 3 moyens, j'ai vu ça hein, sur le site de la CAF, il y a 3 moyens de contrôler les gens. Il y a les contrôles automatiques, il y a les contrôles d'administration, et comme on avait dit tout à l'heure, les gens qui peuvent sonner chez vous et tout. Puis il y a quand même un truc hallucinant, ça s'appelle le contrôle de notoriété. Alors là, franchement, je savais même pas que ça existait. J'habite dans un village, je connais la maire de mon village. J'ai souvent appelé pour le connard d'à côté qui arrêtait pas de foutre la musique à fond. Ouais, souvent pour des problèmes, mais bon, je la connais. Voilà, on s'entend de manière cordiale. Et elle est pas très loin, c'est quasiment une voisine. Si l'administration de la CAF veut, elle l'appelle, elle dit oui, monsieur un tel qui habite à tel endroit, en parlant de moi, elle appelle la mairie. Hein, est-ce qu'il habite avec quelqu'un? Coloc, copine, marié, machin. Elle connaît ma situation, elle va le dire. Si jamais j'habite avec quelqu'un, ah oui, bien sûr, elle habite avec quelqu'un, et que je l'avais pas dit dans la déclaration de CAF, monsieur, contrôle de notoriété,
on sait de sources sûres que vous habitez avec quelqu'un. Comme vous ne vous avez pas dit que vous habitiez avec quelqu'un, on considère que vous habitez avec quelqu'un depuis aussi longtemps que vous percevez telles et telles allocations. Donc telles et telles allocations, non seulement on les coupe, mais vous allez nous rembourser tout l'indu depuis le début du différentiel de notre calcul savant et hermétique, permettant de déterminer ce que vous auriez dû avoir si vous étiez avec quelqu'un, et ce que vous n'auriez pas dû avoir si vous étiez avec quelqu'un. Voilà, donc maintenant ils s'immiscent même dans votre potentielle vie de couple, vie maritale, voilà. Tout ça pour tapiner pour 200 pauvres balles, que ce soit par exemple un complément AAH, que ce soit un complément APL ou ALS, que ce soit de l'AIS, que ce soit toutes les prestations sociales. Vous pouvez vous faire dénoncer en mode 1940. C'est super, c'est magique. Vive la France. D'ailleurs, pour ceux qui sont en couple et qui ont l'AAH, la déconjugalisation n'arrive qu'en octobre 2023. Je le dis au cas où. Sachez-le, la déconjugalisation, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, c'est si vous habitez en couple et que la personne qui est de votre couple gagne très très bien sa vie, vous, bien évidemment, la CAF va le savoir, parce que vous êtes obligé de le dire, et vous n'avez le droit à rien, ou alors à des cacahuètes, quoi. Monsieur, on vous donne 2 euros au lieu de 200 balles. Ben ça s'arrête en octobre. Peut-être la seule chose que Micron premier aura réussi à faire de bien, c'est de valider la déconjugalisation, c'est-à-dire que votre salaire à vous, enfin en tout cas vos revenus, ne sera jamais conjugué à celui de votre partenaire, ou que ce soit féminin ou masculin. Mais bon, on se fait pas d'illusions avec ce gouvernement. S'ils font ça, à un moment donné, on l'a vu depuis 2017, c'est qu'à côté de ça ou derrière ça, il y a d'autres quenelles qui vont s'enfoncer, mais très très loin dans les tréfonds des intestins de chacun. Voilà, donc ça c'est encore de la poudre aux yeux. C'est bien hein, sur le papier, mais bon, ça cache d'autres trucs, hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, donc ce qu'on vous donne, comme on l'avait dit tout à l'heure, on vous le reprend. Au minimum en simple, voire au double ou au triple. Alors ouais, alors ça aussi, ça il faut que j'en parle. Pendant 6 mois l'an dernier, j'ai essayé d'être déclaré en fait en incapacité. La CPM avait du mal à comprendre ce que mon praticien de santé leur avait dit. Pourtant, il y a un CERFA à remplir de 7 ou 8 pages, il y a une lettre de recommandation médicale de spécialistes, il y a plein de trucs, c'est un taf, mais un truc comme ça. Vous postez ça à la CPM, vous êtes en problème de santé, donc vous êtes en arrêt maladie, la CPM vous répond 3 semaines plus tard, bonjour monsieur, refus de votre demande d'invalidité, vous êtes actuellement en IJ, donc en interruption journalière, donc en arrêt maladie, donc vous ne pouvez pas être en même temps en IJ qu'en invalidité. Et là on a envie de leur dire, mais bande de trous du cul de la lune, bande de pompes à cul de merde. Si on vous dit qu'on demande une invalidité, c'est pour arrêter d'être en permanence en arrêt. Donc, vous faites le pont, vous arrêtez les IJ, vous balancez en fait l'indemnité d'invalidité. Pour dire ça, c'est des lettres comme le bras, c'est la même réponse de la même personne que vous pouvez contacter au 3646. Vous dites ah bon, le 3646 c'est pas un SVI, ça c'est pas un serveur interactif où on vous dit veuillez exprimer votre demande, par exemple service médical. Alors vous dites service médical quand vous avez un pauvre téléphone de merde comme ça rentre en service social, vous n'arrivez pas au bon truc, donc vous redevez attendre, etc. Enfin bref, l'enfer. Tout ça pour dire que non, c'est pas nous de gérer, vous refaites un courrier, et en fait ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça n'arrive jamais. Et puis à un moment donné, vous allez voir, le népotisme à la française. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme en Afrique noire, hein. Là-dessus, pas de problème. Hein. Ou même dans les pays sud-américains. Ouais, je pense qu'on est au même niveau, vraiment au même niveau. Voyant que c'était bloqué, la SMIA, donc la sécurité médicale du travail, qui est payée par les employeurs, hein. Mais c'est des vrais médecins quand même. Ma spécialiste médicale de santé, ma toubib, ma médecin traitant. Enfin, personne ne savait pourquoi ça tournait en rond et que la validation n'était pas faite. Pour avoir la validation... alors, il y a une validation, parce qu'il y a 2 validations en fait. Il y a la validation médicale, donc en gros, il y a le médecin conseil de la CPM qui voit votre dossier arriver, qui fait « Ah, il y a ça !» Normalement, il est censé vous convoquer pour lui-même vérifier ou elle-même vérifier en fait votre état de santé. Bon, ils sont tellement débordés qu'ils n'en peuvent plus, ils font « Ok, validé ». Ça arrive à l'administration, ils font «
Ah cool, dossier validé pour un tel. On envoie une communication papier à ce monsieur, ou cette dame, et on va lui demander ses bulletins de salaire pour calculer sa rente d'invalidité, ces conneries comme ça. Bah tout ça, là, ça a mis 6 mois. Alors que normalement, c'était immédiat. Un jour, j'envoie mes bulletins, on me répond 2 semaines plus tard, monsieur, veuillez nous renvoyer tel ou tel bulletin, il demeure illisible. Je leur dis, mais bordel de pompe à cul. Je suis allé dans un magasin spécialisé en imprimerie avec mes bulletins sur une clé USB, je les ai imprimés pour vous les donner, j'ai payé 6,50€ pour ça. En quoi ils peuvent demeurer illisibles, bordel de merde? Toutes ces questions-là, j'ai nagé, mais alors j'ai nagé, et à un moment donné, je me suis rappelé de mon pote Vince. J'ai un pote Vincent qui bosse et qui a maintenant, je crois qu'il a un bon statut hein, dans l'administration en fait de la Sécu, enfin de la CPM. Il me dit mais oui, je travaille là. Attends, je vais en parler à une amie qui est dans le service social, assistante machin, et elle débloque les dossiers. Par le truchement de son amitié, enfin grâce à lui, il y a une nana qui m'a contacté, qui m'a dit qu'est-ce que vous voulez savoir. J'ai envoyé les demandes et en 2-2, il y a eu plein de trucs qui se sont débloqués. Résultat des comptes. Bienvenue, mesdames et messieurs, en France, le pays de népotisme, où en gros on est obligé de faire appel à son pote, son neveu, son machin, pour faire avancer un dossier, quoi. Ça vous rappelle pas des trucs, ça, franchement? Mais honnêtement, c'est à gerber, quoi. Moi, j'ai eu la chance que mon dossier ait pu avancer petit à petit, seulement parce qu'il y a une personne humaine qui était la pote de mon pote qui s'est dit ouais, bah attends, je vais l'aider, mais c'est normal, c'est pas normal là que ce soit bloqué, attends, je vais appeler un tel, machin. Sans elle, je serais toujours en train de faire de l'aviron. Alors, en ce moment, je ferai de l'aviron. Sur la Yolette, là. Allez, on continue. Bon. Donc, merci à elle. Merci Stéphanie, elle s'appelle. Si elle regarde un jour cette vidéo, je ne pense pas. Alors oui, aussi, c'est pareil. Ensuite, vous avez des organismes de mutuelle ou de prévoyance. Moi, quand à mon taf, j'ai payé... j'ai cotisé pour une prévoyance. Donc, j'ai le droit, a priori, d'avoir cette aide fiscale. Et pour entamer en fait ça, pour entamer le dossier, on nous demande des trucs. Alors eux, ils sont pas médecins, mais on vous demande des trucs ahurissants, notamment votre dossier médical de la CEPAM. Donc moi, je le demande. C'est-à-dire, ma boîte me dit, faites un dossier en accusé de faites un courrier en accusé de réception recommandé à la CPM pour leur demander votre dossier médical pour votre prévoyance. On a besoin de la date du premier arrêt qui a été validé, enfin sous lequel vous avez fait votre demande d'invalidité et d'incapacité. Je fais cette demande. J'ai écrit exactement ce qu'on me demande d'écrire. Pas de réponse. Courrier en accusé de réception. 3 jours plus tard, j'ai le bulletin de bordereau. C'est bien été distribué. Pas de réponse. Je parle à cette dame, la fameuse Stéphanie. Je dis excusez-moi de vous relancer là-dessus, mais j'ai envoyé une demande de dossier médical pour récupérer mon dossier médical. Je sais pas pourquoi on me renvoie rien. C'était au bout de 2-3 semaines. Elle les appelle dans la foulée, parce qu'elle a les numéros internes et tout, et puis elle me dit, alors voilà ce qu'ils m'ont dit, ils ne fournissent pas le dossier médical des personnes en vue d'être donné pour la prévoyance et la mutuelle. Je dis, attendez, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes en train de me dire que, en gros, c'est juste parce que dans mon manuscrit, je leur ai demandé ça, parce que j'ai besoin de le donner à ma prévoyance, à mon taf, qu'ils veulent pas me le donner? Donc c'est à eux de décider ce qu'ils me donnent ou ce qu'ils me donnent pas selon ce que moi je leur dis que je compte en faire. Mais c'est un truc de malade mental quand même. Je perds de l'argent, 4,50€ ou 5,50€ d'accusé de réception, pour ne pas avoir de réponse de ces gens-là, et qu'en plus je dois faire marcher le népotisme à la française pour qu'une dame me réponde « Ah bah non, en fait, on vous donnera rien, monsieur. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de donner ça à votre prévoyance. » Mais je me mêle de quoi, bordel de pompe à cul, sérieux? Putain, c'est pas possible, quoi. Voilà, j'en étais là. Donc là, j'ai refait une lettre. Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais accéder à mon dossier médical. J'ai le droit, selon le code machin de la RGPD, ou je sais pas trop quoi, je suis allé chercher un truc de loi leur indiquant que moi, en tant qu'individu, j'ai le droit d'accéder à l'intégralité de mon putain de dossier médical, quoi. Bon. Mais je l'ai toujours pas, parce que là, c'est en train d'être distribué, au moment où je vous parle, c'est en train d'être traité, donc j'espère qu'on va pas me dire encore, on va pas invoquer, je sais pas, le dieu de la lune, je sais pas quoi, les Mayas, j'en sais rien, Aldébaran, le commandeur galactique, je sais pas ce qu'ils vont me sortir la prochaine fois, c'est pire que dans un film, là, je vous assure que l'administration française, sur la CEPAM, sur la CAF et Pôle emploi et les impôts, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire des choses précises, qui sont influencées par des demandes légales,
Vous faites les choses dans l'ordre dans lequel on vous demande de le faire, mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Pour une raison que vous ne connaissez pas. Vous ne connaîtrez la raison que lorsque vous aurez le refus. Et encore, quand ils daigneront vous dire pourquoi ils vous ont refusé le truc. Là, c'est parce qu'ils jugent que je n'ai pas donné ça à ma prévoyance. Mais dans ce cas-là, pourquoi la prévoyance me demande ça alors? Si pour eux, ils doivent vérifier en fait une date particulière avec une officialité. Je suis démuni. La mutuelle d'entreprise, ah oui, voilà, c'est ça. Alors la mutuelle d'entreprise, donc comme je suis plus dans mon entreprise, ils peuvent la maintenir si je suis inscrit à Pôle emploi, ce qui paraît être la logique pour tout le monde. Tu es inscrit à Pôle emploi, tu prouves à ta mutuelle que tu es inscrit à Pôle emploi, ils te maintiennent le prélèvement mutuel arrangeant que tu avais avec ton entreprise pendant 1 an. Mais sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que les personnes comme moi qui partent pour incapacité n'ont pas le droit de Pôle emploi. Enfin, pas le droit à Pôle emploi. Je parle sous votre contrôle, hein, si vous en savez plus que moi, dites-moi s'il y a des cas de figure où je peux quand même avoir le droit à Pôle emploi, mais à mon avis, j'aurais le droit plutôt à Cap emploi, pour les personnes en situation d'invalidité ou un truc comme ça. Et je pense que ça marche pas avec Cap emploi. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue une nouvelle fois, on est obligé d'aller chercher des infos, des machins, J'ai regardé sur Google, j'ai rien trouvé. En fait, il faut que j'aille à Pôle emploi pour leur demander si c'est possible. Après, il y aura des obligations Pôle emploi. Enfin, c'est infernal. En fait, je peux pas avoir Pôle emploi pour la simple et bonne raison que quand tu es inscrit Pôle emploi, automatiquement tu as des ARE qui tombent si tu as travaillé. Moi j'en aurais, à hauteur de 700 balles peut-être. Donc les ARE, c'est les allocations de retour à l'emploi, ce qu'on appelait il y a longtemps avec l'UNEDIC, les ACEDIC, quoi. Et donc je pense que... Alors je sais pas si on peut être inscrit Pôle emploi sans toucher les ARE, même si on en a. Mais moi je voulais m'en servir des ARE pour déclencher une ARS, pour pouvoir ouvrir une boîte. Même ça, je pourrais pas le faire. Donc c'est de l'argent que j'ai cotisé et qui dort encore. Merci la société française, merci quoi. Pendant ce temps-là, l'argent est dilapidé par les gouvernants pour être envoyé je ne sais où. Euh, en tout cas, qui ne sert pas du tout la population française. C'est-à-dire, c'est vraiment les gens qui sont en haut de l'ennemi. Les hauts fonctionnaires qui se rendent coupables en fait des directives gouvernementales et étatiques de ça, c'est des antipatriotes. Enfin, c'est des gens qui vont à l'envers qui vont même à l'encontre en fait de la vie de leur propre de la vie L-A plus loin V-I-E et de la vie L'-A-V-I-S de leur propre peuple. Ce sont des traîtres pour moi. C'est aussi simple que ça. Des traîtres qui gagnent des salaires mirobolants. Évidemment, ça on passera. De toute façon, ça, vous avez compris que j'avais une dent un peu contre ça. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est des gens qui gagnent, je sais pas, 6-7 fois en fait ce que vous gagnez par mois à essayer de survivre et de vivoter comme vous pouvez, qui vous décrètent en fait les choses que vous avez le droit de faire ou pas le droit de toucher ou le droit de toucher. Je vais déménager au Bhoutan, je pense, ou je sais pas, ouais, au Népal ou quelque chose comme ça, en Antarctique ou au fin fond du Congo, je sais pas, mais là j'en ai vraiment plus cassé quoi. Là, quand je regarde le truc, la tristesse en fait dans laquelle je vis au jour le jour, c'est déplorable, vraiment, mon état de santé mentale est vraiment déplorable. Et quand je vois les problèmes, certes physiques ou monétaires que peuvent avoir les populations qui sont moins riches que nous en termes factuels, mais au niveau de la monnaie, du pouvoir financier, du pouvoir d'achat et autres dans d'autres pays, je me dis qu'en fait, même eux, ils sont quand même peut-être un peu plus allégés en termes de charge morale et de charge mentale que nous. Parce que nous, pour un tout petit quelque chose, on nous demande de vendre père et mère, de se déshabiller. Allez, vas-y, baisse ton froc pour nous montrer tes fesses, voir si elles sont assez rouges ou pas. C'est insupportable, vraiment. Franchement, si vous me regardez et que vous gagnez votre vie, c'est-à-dire que vous la gagnez, mais juste vous faites pas comme moi pendant 12 ans, c'est-à-dire à avoir un salaire qui vous sert juste à payer des factures et des frais de bouffe et d'essence. Si vous gagnez votre vie, c'est-à-dire que non seulement vous avez ce pouvoir-là, mais qu'en plus de ça, vous pouvez vous faire plaisir, et peut-être même un truc, je sais pas moi, des fois il y a des gens qui me parlent de ce terme-là, j'ai jamais entendu ça moi de ma vie, en tout cas pas avec mon salaire, mettre de l'argent de côté. Je sais pas comment on fait moi, je sais pas. Je vais vous montrer les moins et les moins qui arrivent sur mon compte en banque pour vivre avec ce que je reçois. Très honnêtement, je ne comprends pas comment on peut même penser à l'idée du concept même de la petite graine qui vous ferait penser au concept du mettre de l'argent de côté. Comment tu peux mettre de l'argent de côté que tu n'as pas en fait? Enfin, voilà.
Donc voilà, si vous êtes dans la situation où vous pouvez vous mettre de l'argent de côté, vous faire plaisir sans vous dire oula, demain et jusqu'à la fin du mois je mangerai qu'un repas par jour. Il faut que je fasse attention à mon chien parce que du coup il faut pas qu'il ait un pépin, sinon ça va faire bobo au niveau du veto. La bouffe aussi, je vais peut-être lui donner plus que 100 grammes de nourriture au lieu de 200. Félicitations à vous hein, si vous n'êtes pas dans cette situation. Donc voilà, mon dossier médical, j'ai demandé, donc refusé, je perds 6 euros d'accusé de réception. Ah oui, puis aussi après, donc pour ouvrir un peu le sujet, ouais, là, voilà, les pôles emploi radiation, donc ça représente en fait les desiderata du gouvernement, ils vous montrent toujours, il y a de moins en moins de chômeurs, bah oui, mais c'est normal, parce que vous radiez de plus en plus de gens. Je pense à mon pote que je nommerai pas ici, par respect de son intimité, mais qui est à Pôle emploi depuis longtemps, qui est inscrit à côté de sa ville, là, à je sais pas combien de boîtes d'intérim, plusieurs en tout cas, beaucoup, si c'est pas toutes. Un jour, il reçoit une convocation Pôle emploi pour arriver au, je sais pas quoi, je sais pas quoi du métier, ou pas au Grenelle, mais enfin bref, une sorte de grande salle où ils font venir justement des boîtes d'intérim avec des professionnels pour des recrutements ou je sais pas quoi. Donc on l'invite à le forum des métiers. Ouais. On l'invite à venir au forum des métiers, voir s'il peut pas faire des formations et tout. Oui, lui en fait, il a du mal à se déplacer, il est pas bien véhiculé, et il voit le truc arriver, il s'en fout, parce qu'il dit, bah de toute façon, OSEF quoi. Enfin, clairement, OSEF, je suis déjà dans toutes mes boîtes d'intérim, moi j'attends qu'on m'appelle en gros. Quoi. Et il reçoit quelques jours plus tard un avis de radiation. C'est tellement tragique. C'est tellement tragique, c'est nerveux, excusez-moi, parce que je pense à lui, et puis franchement, quand il m'a expliqué le truc, il était au bout de sa vie. Un avis de radiation, et je lui dis pourquoi. Il me dit bah parce que tu comprends, je me suis pas pointé au forum des métiers des différentes boîtes qui recrutent par la boîte d'intérim dans mon bassin, là, dans son coin. Putain, simplement parce que bah, je sais très bien qu'ils ont pas de boulot en ce moment, qu'ils m'appellent dès qu'ils en ont. Donc bah, de base, je vais pas aller poireauter là-bas, me lever le matin juste pour aller faire ah oui, bonsoir, vous êtes machin, mais attendez, bah, je vais m'inscrire. Ah bah non, je suis déjà inscrit. Voilà, on vous demande de faire le clown, et si vous voulez pas faire le clown avec eux, parce que eux ils brassent de l'air pour rien, et dépenser de l'argent public aussi pour rien, bah ils vous radient. Et c'est bien, ça arrange l'État, comme ça vous comprenez, vous n'avez pas de boulot, c'est une situation, c'est votre problème. Par contre, vous n'êtes plus à Pôle emploi, donc vous rentrez plus dans les stats INSEE, donc il y a moins de demandeurs d'emploi, c'est cool. Merci Micron. C'est pas vrai. Quelle bande d'enfoirés de leur race quand même. C'est vraiment un pays de merde, je te jure. Franchement, quand j'y pense là, mais comment tu veux qu'il y en a certains, heureusement qu'ils n'ont pas un permis de baltrap ou de licence de tir sportif ou autre pour s'acheter une arme de catégorie C ou autre, ils se tireraient une balle quoi. Franchement, il y a... Qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, mais ma vie va évoluer, va juste couler, à perdre autant... Enfin, voilà. Faites-vous votre propre conclusion par rapport à ça. Mettez-vous bien dans la peau d'un mec comme mon pote. Et si c'était la seule chose qu'il a vécu, après vous vous faites convoquer, on vous parle comme à un enfant, vous avez un système d'infantilisation généralisé de par le département qui vous dit, monsieur, un mec qui est à peine plus âgé que vous, parfois même plus jeune, monsieur... bah alors, on se lève pas hein, pour aller au forum des métiers. Bah comment ça se fait Bande d'enculés de vos races, je vous assure, quoi. Bande de merde, quoi. C'est pas possible. C'est bande de connards, quoi. Vraiment, mais vraiment. Je disais tout à l'heure en début de vidéo, ou de la première vidéo, je sais pas si je vais la couper, hein, parce qu'elle est très longue, que j'aurais voulu peut-être un jour travailler en administration si j'arrive pas à monter ma boîte. Mais il faut pas que je choisisse une administration où je vais devoir faire le bozo à pénaliser quelqu'un, parce que là, ça va me faire péter un boulon. Sinon, bon, après, il y a la CARSAT. Hein, bon, bah, moi, j'arrive dans le bureau de la dame qui m'aide hein, pour les démarches administratives, et puis elle me dit « Monsieur... Ah oui, d'accord, 2023, on est toujours sur les bails du masque. Ok, d'accord. Vous allez acheter une baguette
La boulangère, elle n'a pas de masque. Hein. Vous allez au Super U du coin, pas de masque. Vous allez dans un bus, pas de masque. Vous allez au cinéma, pas de masque. Vous allez partout, pas de masque. Il y a juste une recommandation. Une recommandation. Et encore, vous allez à la SMIA, c'est des médecins quand même, pas de masque. Mais là, centre social, donc c'est un truc très large. Hein, ils englobent tout. Quand vous allez voir la recommandation du ministère de la Santé, on conseille de garder le masque dans les centres sociaux. Et donc un bureau d'une permanence 2 jours par semaine avec une dame qui a 2,50 m de vous parce qu'elle a une table grande comme as, et que faut arrêter en gros avec cette pseudo-épidémie là de machin là, de Covid. Je veux dire, là en ce moment les gens ont surtout la grippe Covid, on n'en entend plus parler. Et je vous dis ça, mon propre père est décédé en fait des suites du Covid, mais parce qu'il avait déjà plein d'autres trucs derrière, c'était pas le Covid qui l'a tué. Ça n'a pas aidé, c'est simplement ça. Donc qu'on vienne pas nous casser les pieds là avec des gens comme moi qui ont moins de 40 ans. La dame c'est pareil. Et les masques, bande d'enculés de vos races, sérieux. Lâchez-nous un peu. Il y a une vidéo que j'ai vue là récemment sur une américaine qui filme un gamin en centre de maternelle avec une assistante qui met un pauvre petit bout de chou de 2 ans ou 3 ans qui lui met son masque, il est là, il enlève son masque, il est en train de chialer, allez, put your mask on, elle lui en met et tout, il n'arrive pas à respirer, il le balance. Ils sont en train de créer une génération de malades mentaux, c'est psychiatrique là. Les gens ils sont tombés dans un truc, mais tu te dis, mais à quoi ça leur sert leur putain de masque Alors en plus de ça, faut que je me calme, excusez-moi. Non mais ça me révolte. J'avais pris mon smartphone qui n'en est pas un, c'est celui avec lequel vous voyez cette vidéo, je filme avec. En fait, moi je n'ai pas de smartphone, j'ai que ça pour téléphoner. Le smartphone, lui, c'est juste un truc qui est connecté en Wi-Fi qui me sert à aller éviter d'aller sur mon PC. Et je regarde mes mails dessus, je regarde des vidéos YouTube, des conneries. Mais il n'a pas de carte SIM dedans, il n'a pas de connexion internet. Donc j'arrive quand même avec mon application de boîte mail, où dedans il y a tous mes mails qui ont été téléchargés, parce que c'était en POP, ou en POP 3 ou SMTP, je sais plus lequel c'est. En gros, vous avez l'intégralité des mails, quand vous les ouvrez, ils sont chargés sur votre application. Et je lui ai amené en fait le mail pour lui montrer ce qui se passait avec l'assurance maladie. Pour lui montrer. Et je lui montre comme ça devant, je lui dis, vous voyez, là, il y a bien marqué, c'est machin, c'est la dame de l'assurance maladie, elle me dit ça. La dame qui me force à mettre le masque, hein, d'accord ? Faites voir. Et puis, alors je lui montre comme ça, puis elle me le demande, alors je fais, ok. Alors là, elle est là, en train de le manipuler. Espèce de pauvre conne. Espèce de merde. C'est-à-dire, toi tu me demandes de mettre un masque pour que je respire mes miasmes alors que je suis pas malade. Toi tu peux le mettre ton masque, hein, si tu te juges être malade pour m'éviter de balancer tes miasmes. C'est pas de souci, mets ton masque si tu veux, mais moi me force pas à le mettre. Mais par contre, elle prend mon portable. On sait très bien que les maladies type coronavirus ou les maladies virales respiratoires, elles sont pas simplement transmises par l'aéro, enfin par l'air, mais aussi elles sont transmises par les saletés qui sont sur les doigts. C'est-à-dire, elle a mis ses doigts avec sa grippe dessus, ou son Covid, ou son rhume. Moi, je me mets mon doigt comme ça, hop, devant mon nez, boum, ça y est, c'est fini, quoi. C'est fini, c'est bourré de bactéries ou de virus, mais non, pas de problème. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. On est vraiment dans un pays de merde, C'est-à-dire que, juste pour rappel, hein, pour ceux qui seraient encore enfin les covidistes, les covidios, là, l'Australie, le budget de l'Australie, de leur assurance maladie, dépasse le PIB du Niger. Le Niger a eu 3%, je crois, ou 2% de vaccinés Covid sur les 2 dernières années. L'Australie, elle est arrivée à 62 ou 68%, je sais plus. Et le Niger a déploré, je crois, 150 ou 250 morts. Apparemment, dû au Covid. L'Australie, on arrive à, je sais plus, 45 000. Voilà. Voilà à quoi servent vos restrictions de merde, là. De vaccins, enfin d'injections non vérifiées, toutes ces merdes, quoi. Bon, je pense que j'en ai trop dit, là, je dépasse de très loin le temps. Ces administrations sont de la merde. Je vous souhaite une bonne fin de journée, c'était mon avis, ça ne concerne que moi, mais vaccinez-vous bien, hein, prenez votre remdesivir, mettez vos masques, voilà, je le dis pour que YouTube voit que je suis très content du covidisme. Vaccinez tous vous, là, la 3e, 4e, 5e dose, mettez le masque, prenez les pilules à 600 € de chez Pfizer, très bien, continuez, voilà. Passez une bonne journée et à la prochaine vidéo vlog ou à autre chose sur cette chaîne.
Amusez-vous bien et désolé de la longueur. À la prochaine. Allez, ciao.